Radio Kawa. Putain, yes, les mecs, cette semaine, on parle enfin de X-Men Grand Design, la jeunesse des X-Men, Xavier qui est petit et tout, c'est trop bien. Xavier Sanchez. Non, Charles Xavier, tu sais, les X-Men, quoi. Mais non, mais je dis pas le contraire, je dis que c'est Xavier Sanchez. Mais non, Xavier, c'est son prénom et... Il y a un sombrero. Mais non, il est anglais, il est rien à voir. Qu'est-ce que tu me parles de sombrero? Tu veux dire le sombrero de Xavier Sanchez? Alors, toutes nos excuses d'abord. Bonjour et soyez les bienvenus. Lo siento para los familias. Si las familias que no se sentan representan par le... Bon, j'arrête, je sais pas parler espagnol du tout. Soyez les bienvenus dans ce 91e épisode de Comics Outcast, toutes les 2 semaines sur Radio Kawa et sans son. Notre équipe de chroniqueurs vous propose d'explorer le vaste univers des comics au travers de discussions et de revues. Moi, c'est Eric pour animer tout ce fouillis et à mes côtés pour la réalisation, il y a Adrien. Oui, bonsoir. Avec son micro, oui. Comment ça va? Quelle surprise, ça va très bien, toi? Bien, merci. Un petit chaton dans la gorge, mais il va pas partir. Les 3 chroniqueurs présents avec nous cette semaine sont chauds. Il y a que Truss. Si. Ah, comment ça? Ouais, ça va bien. ¿Qué estás leyendo? Ouais, voilà, c'est ça. Non, tu lis quoi en ce moment? Je lis Ghost Fleet. Oui. Et Maestros. La Armada de Fantomas. Si, la Armada de Fantomas de Donny Cates. Et voilà. Et Maestros, c'est bien. Ah, Daniel Non, j'arrête. On a également Ben avec nous. Bonsoir, señores, gringo, Ah, ¿qué estás leyendo? Non, après c'est tout. Ok, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Je copie Ketrus parce que je lis aussi du Donny Cates, mais je lis Thanos, que j'ai repris après une longue pause et en fait... il a posté qu'il avait mis un Cosmic Ghost Rider dans son run de Thanos et ça m'a bien intrigué, du coup j'ai repris et ça déboîte. Et du coup la moto elle roule sur quoi? Je dis pas. On va dire bonjour à Joe. Comment ça va? Bonsoir. Oh, tu nous as fait un petit combo breaker en ne parlant pas espagnol. Combo breaker. Non, je parle français. Je parle français, quoi. Ouais. Comment ça va? Bonsoir. Ça va, Eric, et toi? Le chiant. Ça va bien? Je sais plus. Comment ça va, Eric? Je sais plus trop. Là, je suis un peu décontenancé. Est-ce que je te regarde dans les yeux? C'est ça. Qu'est-ce que tu lis, Jojo? Ouais. Qu'est-ce que je lis en ce moment? Je lis Death, a Graveside Companion, qui est un bouquin sur la mort. Ah, voilà. la moelle. Ah, qu'est-ce On y viendra tous, hein. Voilà, exactement. Donc je me prépare. À la mort ou à le lire? Non, je fais, en fait c'est un bouquin, c'est pas un roman du tout, hein, c'est la mort à travers les arts et à travers les âges et à travers les arts. Stylé. Et en fait en vrai je m'en sers surtout pour me servir d'inspiration pour des photos, des univers et tout, mais c'est hyper intéressant. C'est édité en anglais chez Thames & Hudson. Très bel éditeur avec 2 dauphins qui se mordent la queue. Oui, tout à fait. Basé à Londres. Qui sort des chouettes bouquins. Oui, alors un programme toujours aussi sympathique pour vous, chers auditeurs. On vous parle de magie dans Maestros, on parle d'horreur avec un S dans Dark Ark et de l'histoire des mutants avec un grand H dans X-Men Grand Design. Les mutants c'est avec un M. Les mutants avec un grand H. L'histoire. Ah d'accord, pardon. Complément du Je comprenais pas. La deuxième partie était entièrement dédiée à The Umbrella Academy, un comics de Gérard Way et de Gabriel Bas dans notre focus. Et enfin, on vous propose une série Happy dans la rubrique Hors les bulles. Dans le... Gérard. Ouais. Pardon. Excusez-moi. Si. Oui. Si, ça va. C'est d'accord. Si. Dans le passé futur, on sera au Paris Manga et Sci-Fi Show pour enregistrer un petit podcast hors série autour des uchronies et des dystopies. Ça va être très sympa. On va faire le maximum pour vous mettre tout ça en boîte très prochainement. Et là, je regarde que Truss avec insistance. Non, ça me fait plaisir. Je sais pas si t'as pris la référence de Gandahar pour les Tessera ou ce genre de truc. Je sais pas du tout de quoi tu parles. Eh ben c'est un dessin animé des années 70-80 je crois. C'est français? Ouais, c'est français, ça sortit en même temps que La Tête Interdite ou pas très loin et en fait il y a un peuple qui parle comme ça. Il parle jamais au présent, il dit et sera. Voilà. Eh bien, je vous le recommande. J'en saurai plus donc, saurai plus tard. Une fois que j'aurai découvert et compris comment ça s'écrivait. Venez nous dire ce que vous lisez. Dites-nous ce que vous kiffez discuter avec nous sur Twitter, @comicsoutcast. Et si c'est pas trop votre truc, on est également sur Facebook, dans un groupe bien sympa, le Bouya Comics Club. Est-ce que tout le monde est prêt? Absolument. Tout à fait. Senior. Si. Ah, j'ai quand même parlé un peu Senior, españols, especiales, yeah, comme disait tout io à la fiesta. Comics Outcast 91, c'est parti.
Oui. Donc Joe fait le bed. Voilà, écoutez bien. On commence avec les revues. Les chroniqueurs ont choisi 3 titres et nous avons lu les 3 premiers numéros quand ils étaient disponibles. Je vous dis ça parce que un des titres n'en a que 2. On en discute ici pour échanger nos avis avec les sports secrets que tout le monde se déteste à la fin. Premier titre cette semaine, c'est Maestros. C'est un titre qui à l'origine a été choisi par Zef, qui est retombé dans les mains de Quetrus et c'est Joe qui va le présenter. Ah oui, Maestros. Alors attends, oui, tout à fait. Alors si tu veux, je peux parler des auteurs. Non, j'ai tout ce qu'il faut. Faut juste que j'ouvre mes petites notes parce qu'évidemment T'étais en train de faire des images avec ton téléphone. Oui, exactement. Alors Maestro, c'est donc un édité chez Image, si je ne m'abuse. Absolument. Et c'est un comics de science-fiction, fantasy. Un peu cosmique. C'est créé, dialogué et dessiné par Steve Scorse, qui a travaillé entre autres avec Brian K. Vaughan sur le formidable We Stand on Guard, qui était une mini-série d'anticipation, je crois en 6 issues, un truc comme ça, sur Canada, qui se passait en 21 022 ou je sais pas quoi, et les États-Unis avaient envahi le Canada avec des robots géants. C'était vraiment super pitch. C'était ma cam, et j'avais trouvé ça très très beau à l'époque. Et il a aussi beaucoup storyboardé pour le cinéma, Steve Cross, et entre autres pour les Wachowski, ce qui finalement ne m'étonne pas trop à la lecture de Maestro, parce que justement il se dégage aussi une verve visuelle qui est pas sans rappeler celle des films les plus fluos des Wachowski. Très délirant en effet. Alors le pitch donc de Maestro, c'est très simple. La Terre a en fait été créée par un magicien très puissant, qui n'était ni Dieu, c'était un magicien, tu vois, avec un chapeau, vraiment comme à la Fantasia, quoi. À la Merlin l'Enchanteur. Donc il a créé la Terre, et ce magicien, c'est le maestro original. Qu'est-ce que c'est les maestros? On le saura un petit peu plus tard. Donc depuis, la lignée de ce magicien règne sur une sorte de monde parallèle qui reprend justement un peu les codes de la fantasy classique, avec les orques, les elfes et tout ça, mais qui les transforme un peu en une sorte d'amas absurde et grotesque où tous c'est vraiment une sorte de monde un petit peu foutraque où tout ça se télescope, et c'est un peu comme si Flash Gordon avait copulé avec Lovecraft, et que ça avait enfanté une mutation entre le Seigneur des Anneaux, Caligula et Cronenberg, quoi. Il y a forcément un fanart sur Tumblr. Voilà, je pense. Alors le maestro, c'est le mec qui dirige un peu tout ce monde chelou. Pour l'instant, on n'a pas trop conscience de qui dirige les contrées et tout. T'as l'impression que le maestro, c'est un peu le mec omniscient qui dirige tout, avec sa cour de magiciens. Il a plein de potes magiciens. Et puis des esclaves sexuels, bien entendu, sinon ce serait pas rigolo. Et un jour, il meurt. Le maestro qui est là en ce moment, là, il est assassiné par une sorte de sorcier mort-vivant. Il se fait défoncer la gueule. Il se fait déglinguer, et d'ailleurs tout le monde, toute sa cohorte de magiciens et tout le monde se fait déglinguer par une sorte d'un autre sorcier, mais qui lui a l'air d'être un sorcier mort-vivant, et qui dirige une sorte d'armée de nuées d'insectes et de cloportes parasites. C'est absolument abominable. Et dans la panique, l'une des femmes de ce maestro s'échappe. Oui, parce qu'il est méga. C'est même plus polygame. Il a une centaine de femmes. L'une de ses préférées, qui est dans son top 10, il le dit lui-même, s'échappe et retourne sur Terre pour retrouver son fils Will, qui est également donc le fils du fameux maestro assassiné, ça on l'apprendra un petit peu plus tard, et qui est donc destiné à succéder à sa place, à la place de son père sur le trône. Le truc, c'est que Willy a été il a en grande partie grandi sur Terre. Il a vécu dans ce monde parallèle des maestros et tout. Il sait exactement de quoi il retourne. Il sait qui est son père. Mais il a grandi sur Terre. Et une fois revenu dans ce nouveau monde, il développe une sorte d'âme de social justice warrior de l'univers cosmique. Bon samaritain. Et il s'applique à faire de ce monde un lieu d'harmonie et de justice. Évidemment, ça va pas plaire aux forces en présence. Il y a plusieurs factions qui vont pas trop être d'accord avec le fait que maintenant les esclaves, c'est plus des esclaves. Et il va y avoir des morts, comme vous pouvez vous en douter. Il y a beaucoup de sang. Voilà, globalement, ce que racontent les 3 premiers numéros de cette histoire haute en couleur. Alors du coup, t'en as pensé quoi ? Alors, moi, j'ai vraiment trouvé ça très très bien. J'ai vraiment trouvé ça très très bien dans le sens où il y a un côté... En fait, moi, j'avais très peur que ce soit vraiment à 100% une parodie.
une parodie de plein de De la genres fantasy, et en général, voilà, de fantasy, d'horreur, parce qu'il y a vraiment une dimension un peu horrifique aussi. C'est extrêmement violent, hein, il faut bien le dire. Visuellement, c'est graphiquement assez violent. Et j'avais peur d'un récit vraiment uniquement basé sur des ressorts un peu comiques, de l'absurde, un peu potache, avec c'est vrai qu'il y a plein de références à la pop culture, à d'autres comics, à la littérature, au cinéma, plein de choses comme ça. Donc j'avais peur que ça tourne un petit peu en rond. Et en fait, alors je me suis pas aventuré plus loin que les 3 premières issues, mais l'écriture laisse supposer quand même quelque chose qui va un petit peu plus loin, avec un vrai propos, avec une vraie... un vrai recul sur la société contemporaine dans laquelle on vit, puisque le héros clairement c'est un peu quand il vient pour reprendre la place de son père sur le trône, il est pétri d'illusions, de fantasmes et de fantasmes utopiques qui sont finalement assez représentatifs d'une sorte de majorité bruyante qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux et tout ça, qui si à coup de tweet il pouvait changer le monde, si tu veux, il le ferait. Et ben lui, c'est comme si un mec comme ça avait d'un coup tous les pouvoirs et qu'en plus c'est le fils du maestro, si tu veux, donc il est hyper il a vraiment ce pouvoir, enfin il a une vraie puissance. Il vient avec tout un bagage que exactement. Les gens s'attendaient à ce qu'il soit une certaine hauteur, et lui c'est juste un humain, quoi. Enfin c'est juste un rien, quoi, on va dire. Et l'auteur pourrait, pas vraiment, l'auteur pourrait s'apesantir sur ce travers-là, c'est-à-dire juste faire il y a un mec qui arrive, il essaie de faire ça, voyez les conséquences, comme il se plante ou comme il réussit ou quoi, ça aurait pu être juste ça, mais en fait il utilise tout l'univers qu'il a mis en place pour adapter ce point de vue à un univers complètement fantasmagorique et cosmique, et finalement pour moi en tout cas la sauce a vraiment pris. Du coup je vais continuer, je pense, parce que j'ai hâte de voir où ça va aller. Je pense que ça peut partir sur quelque chose de tout à fait rocambolesque. Toi tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais rebondir en fait sur justement le fait qu'il veuille changer en fait ce monde dont son père dirigeait, et en fait toute sa lignée, en fait, qui sont la lignée des maestros, qui sont des sorciers hyper puissants, voire même des dieux, en fait, parce qu'ils créent des mondes, ils ont créé la Terre. Et lui, il est particulier parce qu'il est à moitié humain. Sa mère est humaine à la base. Et en fait, il a d'abord été écarté de ce monde, et après, il a découvert son père dans une scène vraiment super drôle quand il est adolescent. Et il a suivi des cours de magie là-bas. Et puis après, il s'est encore barré, il est devenu sur Terre. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a pas les codes de ce monde-là, du monde des dieux et du monde des magiciens. Donc en fait, qui les connaît mais qui a pas voulu s'y adapter, quoi. Ouais, mais il s'en fout surtout. Et en je suis fait, pas sûr de ça. Non, c'est pas qu'il s'en fout, c'est qu'il les connaît, mais lui il arrive et en fait il applique ses valeurs à lui, qui sont en fait des valeurs humaines, et qui rentrent un peu en conflit avec ce monde merveilleux, quoi. Mais justement, j'ai aussi levé les yeux quand Joe a dit qu'il arrivait du monde des humains et qu'il avait sa vision du truc. C'est vrai, mais là, en fait, pour moi, c'est vraiment le mélange des deux mondes, parce qu'en fait, c'est ce que je dis, moi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste un gars qui arrive dans un monde qu'il connaît pas du tout. Attends, laisse-moi finir. C'est pas un gars qui arrive dans un monde où il connaît rien et où il a ses valeurs humaines. En fait, le truc, c'est qu'il a vraiment, en fait, je sais pas, il doit avoir une trentaine d'années et il a quasiment vécu la moitié-moitié dans le monde de son père et dans le monde des humains. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est que effectivement il va essayer de changer les choses et de chambouler tous les trucs de merde, tu sais, toutes les valeurs médiévalo bizarres où il y a aucune liberté et tout ça. Non seulement parce qu'il a des valeurs humaines vachement supérieures et vachement mieux, mais aussi parce que toute l'adolescence qu'il a eue, en fait, il était super content de venir quand il a appris l'existence de son père et tout. Il était méga chaud parce que rien le retenait sur Terre. Il avait une vie de merde. Fier, quoi. Voilà. Mais après, il en a un peu chié de plein de façons différentes, pas que avec la magie et tout. Et du coup, ensuite, il est retourné sur Terre, pas forcément par sa volonté, mais en fait, en gros, c'est vraiment un mélange des deux. Et en gros, il peut pas vraiment changer ce qui se passe sur Terre parce que il a décidé plutôt d'utiliser la magie pour son propre profit. C'est un peu un genre de vaurien. Mais quand il a les pleins pouvoirs, comme le disait Joe, je trouve qu'il va essayer, pas forcément juste d'apporter les valeurs terriennes ou les valeurs humaines qu'il a eues dans un monde corrompu, parce que c'est pas que ça. Il va vraiment essayer de faire un mix des deux et de se dire ok, il n'y a pas que du mauvais ici, comme il n'y a pas que du bon sur Terre, et il va vraiment faire un mix des deux. Et je parle de mix parce que je trouve que, enfin moi, ce qui m'a vraiment le plus plu, à part les dessins évidemment,
il y a un mélange constant, Joe l'a bien dit, il y a un mélange constant entre humour, gore et fantastico-magique. Et en fait, je trouve que c'est tout le temps, ça roule tout le temps. Il n'y a pas un moment où tu vas t'arrêter sur une blague, tu vois, c'est pas les trucs à la Marvel qu'on se plaint tout le temps, qu'une blague désamorce. Ça marche pas comme ça, c'est vraiment harmonieux. C'est fluide, voilà, c'est harmonieux. Il y a une vanne de temps en temps, des fois, c'est une vanne par dessin au fond d'une case, voilà, etc. C'est vraiment hyper subtil. Après, ça vient aussi, bon, le gars est balèze, mais ça vient peut-être aussi du fait qu'il est maître de son truc, à part la couleur, on l'a pas dit, c'est Dave Stewart, le génie. Mais au final, le dessin et le scénar, c'est lui. Donc, en fait, au final, il a c'est sa propre tambouille, donc c'est aussi pour ça que c'est aussi bien huilé. Et les dessins, complètement dingue en fait. Ça fait beaucoup, je trouve, penser à Jeff Darrow, dont on a beaucoup parlé sur Shaolin Cowboy. J'aurais dit même Quitelli, mais en plus. On dirait un mélange entre Jeff Darrow et tous ces dessins vachement détaillés. Franchement, des fois, il y a des fresques où il y a des bastons et tout. Il y a 1 million de détails avec toutes les créatures différentes et tout. Parfois, on dirait Où est Charlie un peu. Ouais, c'est ça. Mais il y a des moments où t'as une telle profusion d'éléments sur une double page que la première page. C'est Où est Charlie, quoi. C'est Kirby meets Où est Charlie, c'est trop bien. Plein de couleurs partout. Il y a ça, et je trouve que des fois, il y a un petit côté, j'ai noté, il y a un petit côté Moucha, le peintre, parce qu'il y a certaines cases où t'as des poses de persos, ou même les couvertures, effectivement, où t'as les persos qui prennent toute la page, ils sont au premier plan, et ils ont des super beau, chacun a ses goûts, mais ils ont des toches de magiciens qui sont un peu comment on appelle ça, traditionnel, traditionnel, je voulais dire un peu kitsch, voilà, merci beaucoup. Mais en fait, il y a un côté Flash Gordon, on est d'accord, quand même. Exactement, et c'est hyper bien décoré, c'est magnifique, franchement, c'est vraiment très très. J'ajouterais pour compléter Ben que j'ai dit qu'il y avait pas mal d'éléments fantasy, ce qui est intéressant pour les gens qui sont rebutés soit par l'horreur, soit par la fantasy, c'est un récit qui peut éventuellement parler à des gens qui sont pas attirés par le genre, parce que le sous-texte est vraiment très très au-delà du différent. Attention, cependant, je pense que Ketrus ne fera pas lire ça à ses enfants. Non. C'est d'ailleurs violent. Non, c'est Mathieu Riner. D'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça, parce que j'ai vachement fait gaffe à la maison d'où ils étaient posés, tu vois, et bon, je sais qu'ils vont pas trop regarder. C'est attrayant quand même, les couves. Enfin, il y en a qui sont violentes, mais il y en a qui sont vraiment jolies. C'est attrayant, mais c'est vraiment c'est très très adulte. Comme à la Morrison Quitelli ou à la Jeff Darrow, quoi. Dans une des pages de la première issue, tu vois un truc que seuls les adultes voient. Voilà. Un énorme chibre. Ah, il l'a dit. Parlons d'illustration. On l'a dit, c'est magnifique. C'est beau. Mais en fait, moi j'accroche à fond, parce que quand on cite Jeff Darrow ou Quitelli, forcément ça va me plaire. Mais surtout, en fait, quelque chose qui est assez formidable dans ce comics. Donc l'auteur est scénariste et dessinateur, et surtout, en fait, que ce soit autant sur le dessin ou sur le scénario, il maîtrise son univers. C'est-à-dire qu'il arrive à mélanger quelque chose, à mettre de l'humour, du sérieux, du gore, du fantasmagorique, de la magie, et en fait, tout marche. Je veux dire, il n'y a pas de... Pour moi, c'est un comics parfait. Ça veut pas dire que ça plaît à tout le monde, mais quand je dis comics parfait, ça veut dire que l'auteur a réussi à mettre ce qu'il voulait mettre, et ça marche, et c'est tout. Il vous l'a bien transmis. C'est ça, t'aimes ou t'aimes pas, mais en tout cas, c'est complètement réussi. Et comme le disaient mes collègues plus tard, des fois, il y a des cases très riches avec plein de petits détails. Par exemple, quand le maestro parle de la rencontre avec la mère du héros, de Willy. Il marche dans la rue sur Terre, et en fait il la voit dans un magasin un peu ésotérique, et en fait elle achète le roman de Ron Hubbard, la génétique de Scientologie. Et en fait c'est marrant, parce que tu lis le truc, puis je suis revenu, je fais attends, il me dit quelque chose ce bouquin, et en fait quand tu lis, c'est trop drôle, parce que c'est au même moment où il y a une case, il dit elle m'a émerveillé par sa connaissance, ou un truc comme ça, par sa culture, et c'est bourré de choses comme ça, voilà, un grand oui. Alors donc recommandé par Ketrus. Ben et toi, Joe. Complètement. Ok, c'est un strike. C'est unanime. Bravo messieurs, vous avez... Juste préciser qu'il y a pour l'instant 6 numéros, enfin le 6e sort en mars, et que je sais pas si c'est une mini-série ou pas, ou c'est ongoing, on sait pas trop. Je crois que c'est ongoing, il me semble que c'est ongoing series, On sait pas trop quand ça s'arrêtera, mais... Alors alors, à la limite, même en le disant là, c'est peut-être le truc qui me chagrine. Tu penses que ça va J'espère que ça va pas partir trop en couillasse. Ouais. Voilà. En couillasse. Eh bien, c'est sorti en octobre. J'ai pas dit ça a commencé relativement récemment. Donc c'est toujours chez Image Comics. Ça s'appelle Maestros. Et on va passer au deuxième titre de cette semaine. Il s'agit de Dark Ark. On passe chez Aftershock Comics. On en a parlé il y a 2 semaines. Et donc encore un artiste qu'on a l'habitude de chroniquer ici, Cullen Bunn. Bien sûr. C'est même. Et à l'illustration, là, on n'aurait pu le faire. Juan Do. C'est John Doe en fait. Il est inconnu. Mais il est latin, d'origine latina.
Non. D'origine D'origine latina. nanana. Ben, c'est toi qui vas nous sortir. Absolument. Le numéro 1 est sorti en septembre. Le 5 sort aujourd'hui, le jour où on enregistre, le 31 janvier. Oui, nous ne sommes pas dans le futur, comme tu aimes si bien le dire, Eric. Écriture, on l'a dit, donc Cullen Bunn, qui est un de mes chouchous depuis que j'ai découvert Harukunti il y a quelques années, qui pour moi est toujours un des maîtres de l'horreur actuel du comics. The Six Gun aussi, que j'ai toujours pas lu, mais on en parle chaque fois. Ouais, je sais. Bon, bah, Joe l'a lu. Si tu savais les lacunes que j'ai. Ah non, mais Six Gun, tu vas tellement Il est en train de giser chercher une partout. blague sur la cul. Tu as gisé partout. Et donc au dessin, Jesus. Juando qui a bossé sur Solar, Man of the Atom, Wolverine ou même Archer and Armstrong chez Valiant, dont on parle souvent. Ouais. Donc le petit pitch. Alors le petit pitch, vous en connaissez une partie puisque même si vous n'êtes pas chrétien, vous connaissez ce qui se passe dans la Bible. C'est le déluge. Il y a de l'eau partout. Tout le monde va mourir parce que les forces en puissance ont décidé qu'il fallait faire table rase de la terre. Ouais, Et on l'a tous vécu dans notre salle de il y bain. a un mec qui s'appelle Noé qui va créer une arche pour sauver 2 espèces de chaque animal, etc. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est l'histoire cachée, et c'est là tout l'intérêt d'être. C'est que les forces en puissance, mais d'autres forces, des forces plutôt maléfiques, ont chargé un sorcier du nom de Shahé de créer une arche exactement comme celle de Noé, mais au lieu de mettre 2 espèces des animaux qu'on connaît, les girafes, les éléphants, tout ça, lui il va répertorier des animaux fantastiques, des démons. Les 2 animaux les plus rares du. J'ai un tigre Oui, blanc. mais voilà. Un chat, un chien, une souris. Je sais pas. Il y a Des créatures maléfiques. exactement des créatures maléfiques. Il y a des dragons, des gorgones, des harpies, des vampires, des loups-garous, des orques, des elfes, tout ce que tu veux, toutes les créatures qui peuvent être apparentées au malin. Et également, tu l'as dit, des licornes. Mais voilà, on sait pas trop ce qu'elles foutent là, mais Bah, même elles savent pas. voilà, on sait qu'il y a un souci. Le pitch aussi, c'est que donc il doit faire vivre ces créatures et les emmener vers ce qu'on va appeler le nouveau monde. Et en fait, le deal, c'est que il faut que ces créatures maléfiques survivent dans le nouveau monde, pour être les prédateurs des créatures stylées comme les girafes. Je sais pas pourquoi j'ai dit les girafes, mais j'aurais pu dire les éléphants. Bref. Et le truc, c'est que sans le savoir, on sait que ce sorcier Shahé a fait des trucs de merde un peu dans sa vie passée, donc il est redevable. Et donc, s'il ne réussit pas à remplir sa mission, non seulement tout le monde, tous les démons de son bateau vont mourir, mais lui aussi et toute sa famille, ils vont tous se faire charcler la gueule. Ouais, parce En qu'il gros, est c'est avec qui sa te famille. double. Ouais. Oui, il a sa famille, pardon, je l'ai pas dit. Alors voilà, c'est ça aussi le truc, c'est que j'ai dit sorcier, vous avez peut-être maléfique, vous avez peut-être imaginé un mec un peu à la Saruman dégueulasse. Mais en fait, c'est un mec, on dirait un peu un fermier, et il a une famille tout à fait humble, on dirait des paysans, ils ont l'air hyper gentils. Et lui aussi, sauf quand il s'énerve, il a l'air hyper gentil, mais des fois, quand il s'énerve, les gens filent droit. Donc, tout ce petit monde est dans un bateau, en train de se dire qu'il reste plus beaucoup à bouffer, mais que dans l'autre arche il y a à bouffer, et puis en plus il y a des animaux qu'on pourrait aussi bouffer, donc voilà, mais en même temps il faut pas y toucher parce que ça fait aussi partie du deal, donc c'est chaud. Donc c'est la merde, c'est la galère, et voilà, il faut que Shahé tienne son bateau, fasse gaffe à sa famille, parce qu'en fait tous les animaux maléfiques, à part les licornes bien sûr, qui savent pas ce qu'elles foutent là, sont en train de se dire dis donc, on commence à avoir la dalle, et si on arrêtait de suivre les règles de Shahé et qu'on foutait le bordel. C'est Shrae ou c'est Shrae? Chez Shahé ou Shrae? Chez moi. pour Shahé, ouais. Ah, ça, c'est Game of Thrones, ça. S-H-A-E, vous le dites comme moi, chi peut-être même. Donc voilà, donc en gros, il va y avoir sûrement une mutinerie, et ça va être la grosse merde parce qu'il y a beaucoup de choses en jeu, et c'est ça. En fait, disons que le deal qu'il a, ça peut se déséquilibrer à tout moment. Et donc en fait, on a un petit peu peur pour lui. Tu veux dire que t'as peur que ça tangue? Oh, comme le jus Oh, d'orange. c'est pas mal. Voilà. On enchaîne. Je peux te donner mon avis ou tu peux te dire je sais pas, tu suis. Donne-moi ton avis. Je peux te donner mon avis. Alors mon avis est que c'est une putain d'idée. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé ou si c'est quelqu'un d'autre avait eu l'idée. Mais je trouve que c'est une putain d'idée de prendre un truc qui existe dans le folklore, on va dire. Attends, n'offensons Tout pas. respect à toutes les religions, mais voilà, c'est ça. voilà. Un truc qui existe et d'en faire un peu une part alternative, en tout cas mettre la lumière sur une part d'ombre qu'on connaissait pas. Je trouve ça vraiment génial. Et puis voilà, il y a des personnages intéressants. Toutes les bêtes, j'en ai cité quelques-unes, mais il y a vraiment beaucoup d'espèces. Elles sont hyper intéressantes. Les vampires ont une super gueule. Et le personnage, voilà, j'ai un peu envie qu'il réussisse, même s'il a l'air d'avoir des casseroles derrière lui et d'être pas un enfant de cœur. La famille, je m'en fous un peu, j'avoue, ça se fait pas, mais s'il crève, je m'en fous un peu. Je me suis pas trop attaché à eux. Vraiment, ce sorcier et quelques-unes des créatures. Et voilà, il va y avoir un peu de politique, un peu de boucherie évidemment. Il va y avoir de la magie, etc. et tout. Le truc, je vais laisser mes petits camarades parler. Le truc qui m'a pas déplu, mais qui m'a un peu freiné, c'est les dessins.
Enfin, tout, en fait, le dessin de manière générale. Le trait, je l'aime bien, je le trouve vraiment bien. Ouais. Il est vraiment le chara-design des persos, notamment, je le redis, les vampires, j'ai vraiment adoré leur visage, c'est vraiment top. Ça se voit qu'il aime faire les monstres, ça c'est clair et net. C'est pour ça que je trouve que les humains, c'est peut-être aussi pour ça que je me suis moins attaché à la famille, c'est parce qu'ils sont un peu insipides, je les ai trouvés moins remarquables. Ils sont peut-être là juste pour humaniser le mec. Ouais, ils sont importants, tout ça, mais ça aurait été Ouais, bizarre, mais tu peut-être. sens qu'ils sont importants quand même. C'est dommage. Je suis Voilà. assez d'accord avec Ben là-dessus. Il y a un et- petit déséquilibre. Voilà, et juste c'est le Mais Shae est badass quand même. Oui, voilà, lui il est cool et je me suis clairement attaché à lui et j'ai envie qu'il réussisse et tout. Mais le petit bémol, en fait, c'est bizarre, c'est hyper paradoxal. Mais le petit bémol, en fait, c'est le rendu de la couleur. Il y a un taf de malade, mais vraiment, un taf de malade sur la couleur, vraiment super beau. Mais alors, je sais pas à quoi c'est dû. Il y a un espèce de rendu comme si c'était, tu sais, un dessin animé qui avait été pris en screenshot. C'est exactement ce que j'ai pensé. Et ça, je pense que c'est les ombres. Les ombres et la D'accord. lumière, tous les jeux de lumière. Et alors, ce truc-là, je vais pas dire que c'est moche parce que ce serait vraiment nul de dire ça, mais voilà, il y a un truc qui m'a pas plu. Voilà, mais sinon, c'est joli. Il y a du taf, Ça fait, tu sais, quand ils ont sorti je sais pas, un dessin animé Disney machin, qui est derrière, ils Voilà. sortent un comics Ou en un 5 manga, pages, là. et où c'est Et ben, des- voilà, et où c'est des stills, des stills de captures l'écran. d'écran du truc, quoi. Ouais, Ça je suis donne d'accord. un peu. Ça m'a un peu sorti, mais c'est pas pour ça que c'est moche. Bah, ça fait un petit moment que je l'ai lu, alors j'ai plus trop ce souvenir-là. Mais en tout cas, je me souviens effectivement des vampires, et on dirait un peu les vampires de l'étrange de Monsieur Jack. Un peu, ouais. Ils ont Ah, un peu ouais, le un design, peu, ils ont un un peu. design un peu similaire. En plus flippant. Mais... Que triste, c'est ton point de vue sur ce comics où Ouais, on retourne la Bible. Je continue juste sur les dessins et après je parle de l'histoire. Je les trouve très hétérogènes en fait. C'est assez bizarre. Ouais, pour moi, il n'y a pas de cohérence graphique. J'ai pas du tout accroché au dessin, j'ai pas du tout accroché non plus ni au lettrage ni aux couleurs en fait. Et ça m'a vachement dérangé dans la lecture. Bon, alors je l'ai lu après X-Men Grand Design et après Umbrella Academy, donc forcément c'est peut-être aussi pour ça et que si je l'avais lu en premier, ça m'aurait moins choqué. Quant à l'histoire, je trouve ça vraiment une super bonne idée d'avoir une deuxième arche des créatures fantastiques et de mythologie et que Dieu en fait veut s'en débarrasser mais que d'autres forces ne le veulent pas. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant, mais je me suis ennuyé en fait. Ah, carrément. Ouais, je me suis ennuyé, j'arrive pas à accrocher. En fait, leur problème m'intéresse pas. C'est les dialogues entre les humains. Ça m'a pas emmené, ça m'a pas emporté. Après, ouais, non, ça m'a pas emporté. Je suis un peu désolé. Je pense que j'aurais pas aimé. Ouais, mais je pense que si Joe l'a choisi, c'est qu'il y a un truc intéressant à y voir, tu vois. Mais non, ça me transporte pas en fait. Je sais pas pourquoi, parce que peut-être que, tu vois, j'ai l'impression que d'avoir un filler de temps en temps, d'avoir juste des cases et des pages où il te raconte des trucs, tu fais ok, c'est bon, j'ai compris, vas-y, avance quoi. Et il n'y a pas vraiment de révélation. Alors il n'y a pas besoin toujours d'avoir des révélations dans les dialogues entre les personnages, mais je trouve que ça crée pas non plus des personnages, ça crée pas leur personnalité. Et du coup, voilà. l'enjeu, il est pas fou du coup. Ouais, l'enjeu est pas fou du coup et ça m'a pas transporté. Mais il y a beaucoup de bonnes idées. Le fait d'avoir des licornes, tu vois, planquées là-dedans, alors que tout le reste à côté il y a des nagas, une manticore. tout le monde veut les bouffer quoi. Et que Ouais, tout le monde enfin, veut elles sont les sympas, mais c'est un peu des balances quand même. Hein. Je veux pas. Ouais, mais enfin bon, quand tu balances un vampire, a priori ça va, pas non plus. on sait que les licornes c'est des grosses balances de toute façon. Mais, voilà, il y a de très bonnes idées. Ces humains, des humains qui sont en cale pour le sacrifice, qui sont en même temps nourris par d'autres humains qui ont leurs propres problèmes sur l'arche. Enfin, c'est vrai qu'il y a un terreau vraiment intéressant. Mais voilà, moi ça m'a pas transporté plus que ça. L'essai n'est pas transformé pour moi en tout cas. Joe, Alors, déjà, il faut que je vous explique pourquoi j'ai choisi cette série. pourquoi tu choisis cette série? À cause de la couve du numéro 1 qui est juste derrière moi. Qui est derrière moi, Derrière nous, dans le là, studio. sur le fond d'écran du studio, que je trouvais magnifique. Peux-tu le décrire? Et qui en fait, alors, je peux vous la décrire, mais je peux surtout vous décrire ce que j'avais vu à la base. Oui, moi D'accord, aussi, vas-y, je m'étais trompé. En fait, moi, je pensais que c'était un personnage, ça. Ah. C'est-à-dire que là, on voit l'avant La de proue. l'arche, Ouais. et l'avant de l'arche est surmonté d'une proue avec une sorte de visage de bouc maléfique sculpté dedans. Et autour, il y a des sortes de tentacules qui gravitent. Et moi, en fait, je pensais que tout ça, c'était un personnage. Moi aussi, Je me genre, suis c'était dit, ses je mains. veux absolument lire le comics qui parle de ce personnage-là, qui s'appelle Dark Ark. Ouais. Et qui doit être une sorte d'entité maléfique badass dont j'ai envie de tout savoir. Mais t'avais pas fait le rapprochement Absolument direct pas fait le avec lien. l'arche de J'ai Noé. pas du tout fait le lien. Ouais. Cela dit, alors du coup, de prime abord, j'ai été déçu.
Je me suis dit ah bah non, c'est pas du tout ce que je voulais. Faites-moi un autre truc. Et sauf qu'en fait, quand j'ai compris de quoi il retournait et ce qu'était la Dark Ark, je me suis dit ah ouais, ok, d'accord, c'est hyper malin. Justement, je trouvais l'idée assez, alors un peu gimmicky. Mais vraiment pas inintéressante en termes de ce que ça pouvait engendrer en termes d'histoire. C'est-à-dire, ok, prendre le contrepoint négatif d'un truc mythologique. Ouais. Je trouve pas que l'idée soit renversante ou révolutionnaire, ça a déjà été fait 1000 fois, mais je me dis, ok, il y a moyen du coup de développer tout un imaginaire monstrueux, hyper intéressant. Et c'est le truc intéressant de ces 3 premières issues, c'est-à-dire que tu sens que les mecs, que ce soit Cullen Bunn au scénar ou Ruando au dessin, tu sens que clairement ce qui les intéresse, c'est les luttes intestines de domination entre les différentes factions de créatures maléfiques qui sont toutes parquées dans la cale de l'arche, et ça c'est hyper bien. Après je rejoins Kétrus sur le fait que malheureusement, tant au dessin que dans le traitement qu'en fait Cullen Bunn, tous les personnages humains sont par comparaison beaucoup moins intéressants, et c'est pas qu'ils sont pas creusés, en plus on leur travaille un petit background. Il y a une nana qui est enceinte, il y a les enfants de Shae qui ont tous des stéréotypes et qui ont tous une sorte de pression, de poids sur les épaules, parce que leur père, c'est les hommes quoi. Voilà, puis ils doivent s'occuper du bétail qui sont les humains, qui sont parqués pour pouvoir servir de sacrifice. Donc ils ont des trucs à faire, ils ont chacun un but, mais en fait, ils ont tellement zéro charisme et ils sont tellement mal mis en valeur visuellement par rapport aux monstres que je m'y suis beaucoup moins intéressé. Ce qui me fait craindre un petit peu pour la suite, c'est-à-dire que à un moment, soit ça va partir vers quelque chose où ce sont vraiment uniquement les monstres qui prennent toute la place et ça va devenir une série un peu différente, peut-être pas forcément déplaisante, mais bon, ça va. En même temps, la série s'appelle Dark Ark, donc je pense qu'à la base, ils veulent se concentrer. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très très intéressant à faire avec justement le sort de ces humains qui sont là pour être les gardiens des monstres et qui sont obligés de faire c'est une garderie monstrueuse normalement, quoi, si tu veux. Et pour le moment, je trouve que ça touche pas au but de ce que ça devrait procurer au lecteur. Donc c'est une c'est encore de la place pour s'épanouir. Je pense qu'il y a vraiment de la place pour épanouir tout ça, pour élargir, pour ouvrir un petit peu l'écriture. Pour le moment, je trouve ça un peu cantonné aux gimmicks de base. Comme le riz. Ouais, non, ça non. Je trouve... oh, le visage d'Adrien, j'aurais tellement voulu le filmer à ce moment-là. Un doigt accusateur. Pour l'instant, je trouve que ça reste un petit peu piégé par son gimmick et qu'il faut que ça s'épaississe. Que ça se libère de cette trame originale. Ben. En fait, on sent vraiment. Tu vois là, j'ai rejeté un coup d'œil au dessin. On sent vraiment. Je vais pas parler pour le dessinateur et même pour l'auteur, mais moi je le prends comme ça. T'as vraiment l'impression que les monstres sont mieux traités à tous les niveaux que ce que vient de dire Joe. Et en fait, je sais pas si c'est voulu, mais ça m'étonne de Cullen Bunn parce qu'en général, surtout sur Arrow County, il maîtrise tellement ses personnages, donc ça m'étonne. Et les humains, quoi. Voilà. Oui, en plus, Arrow County, The Six Gun et tout, c'est vraiment des histoires d'êtres humains. Ce qui pêche, c'est que y a beaucoup d'aller-retour entre la cale, l'extérieur, parce qu'en fait l'extérieur, et donc pour qu'on te montre que c'est une arche gigantesque qui pleut tout le temps, évidemment, c'est le déluge, que c'est la désolation, et la cale parce qu'il y a tous les monstres, il y a des humains, parce que je sais pas si on l'a dit, mais il y a une partie des humains qui sont aussi là parce qu'ils sont sacrifiés. Et en fait, je pense que moi, ce que j'avais envie de voir dans les premières pages quand j'ai commencé à capter l'histoire, ce serait un peu un genre de huis clos, tu vois, où tu sens vraiment qu'ils sont tous dans la même merde, et c'est ce que tu devrais ressentir parce que c'est le pitch, mais il y a pas ce truc là, il y a pas ce truc de que ok, on est tous dans la même merde, on a tous voilà, et on va devoir trouver un terrain d'entente parce qu'il y a des luttes de pouvoir et tout, et il y a pas ce truc là parce que comme l'a dit Kétrus, c'est hétérogène sur plein d'aspects et c'est dommage. Avis, recommandation. Je pense que je vais pas continuer, sauf si l'un de vous me dit que c'est mortel et qu'il faut que je continue. Mais même Cullen Bunn, je l'adore, hein, mais je préfère relire tout Arrow County ou même lire The Six Gun du coup, plutôt que de continuer ça. Malheureusement, c'est dommage parce que comme dit Kétrus, bonnes idées, mais non. Joey, non. Moi, je recommanderais dans une prochaine. Moi, je vais avancer. Attendre que ça se développe peut-être. Et dans une prochaine émission, quand tu me demanderas ce que je lirai en ce moment, je te dirai, je ne lis plus Dark Ark ou dis donc, j'ai continué Dark Ark. Vous feriez bien de reprendre parce qu'en fait, ça devient chambé. Avance sans nous, on va te retarder. Voilà. Et toi, Kétrus? Non, passez votre chemin. Ah, c'était court. Le PNJ, quoi. Passez votre chemin. Passez votre chemin. La princesse est dans un autre château. Enfin, je dis ce que je veux.
Ah, c'est Oh, on Captain dirait Mouilla. moi et ma tête. Ah, Mani, Captain Mouilla, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des aventures. Kid Comics. Oui. Troisième titre de cette semaine. Il s'agit de X-Men Grand Designs. Et c'est que Non, Truss c'est au singulier. Ouais, c'est un seul grand design. Ah ouais, pourquoi j'ai mis un S? Bang. Ok, je ne sais pas. Donc, Grand Design au singulier. Et c'est que Truss qui va nous en parler. C'est un comics Marvel comme on aurait pu s'en douter. C'est sorti en novembre 2007 et c'est déjà fini, en tout cas pour la première partie. mouture, on va dire. Ouais. Et c'est un auteur qu'on connaît peut-être un peu ici qui s'appelle Ed Piscor. Ouais, exactement. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est en 2 numéros, c'est pour ça que c'est fini en fait. Ils en ont sorti un en mi. Enfin, c'est fini pour l'instant. Pour le moment, voilà. Vous allez comprendre pourquoi. Et c'est toi, donc c'est Ben, pardon, qui a choisi ce comics, mais c'est toi qui qui nous en parle. Absolument. Donc, juste pour revenir sur Ed Piscor, c'est un grand auteur de comics américain qui a notamment fait. Alors, attends, je te coupe parce que tous les deux ils avaient une blague sur la taille, je pense, qui était préparée. Sur la taille. Sur la taille. Parce que grand auteur. Non, vas-y, c'est comme moi. Excusez-moi, continue. Ah non. Non. Réfléchis, genre, non, j'avais pas de Non. blague en fait. Et qui est notamment connu pour Hip Hop Family Tree, qui est en Oui. fait une histoire, l'histoire du hip hop des années 70 aux années 90. Mi-80, sur lequel il a travaillé de 2013 à 2017. Non, ouais, c'est ça, 2016-2017, et pour lequel il a eu un Eisner Award et a été nommé plusieurs fois d'ailleurs à Angoulême. Cette année, ouais. Ouais, donc c'était un gros travail déjà historique. Je vous conseille de les lire parce qu'ils sont sortis en français. Ouais. Et donc là, Ed Piscor revient encore sur un travail, on va dire, historique, mais sur l'histoire, la grande histoire de Marvel et plutôt les X-Men d'ailleurs dans cette première partie. Je sais pas si on a d'autres infos d'ailleurs sur les Sur une suite. sur les mutants, oui. Sur les mutants, sur les X-Men. Donc voilà, donc il va nous en fait, il reprend l'histoire, les grandes lignes des personnages des X-Men, en tout cas au début, que ce soit le professeur Xavier, Cyclope, Magneto, etc. Tout ce qui est un peu du Golden Age et après du Silver Age, et il le fait de façon très particulière. Alors, parce qu'il reprend. Golden Age, Silver Age. Alors j'ai pas les dates exactement. Non, je mais crois. tu peux définir ce que c'est supposé représenter? Oui, en fait c'est les grands âges des comics des Marvel et DC en fait, et c'est tout simplement des périodes historiques. D'accord. Donc le Golden Age c'est avant la Première Guerre mondiale, c'est ça je crois. Ouais, c'est ça. C'est Superman, Batman, tout Ouais. ça, les gros, quand ça a bien explosé. Exactement, et le Silver Age c'est après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 60 je crois, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Je me trompe peut-être, et donc je veux Je crois que c'est ça. pas trop m'avancer. Et en fait il le fait dans les standards de l'époque, en fait, avec les canons de l'époque, c'est-à-dire même le papier, en fait, le papier du comic, c'est pas vraiment comme les vieux papiers des comics qu'on pouvait avoir, comme dans Strange ou ce genre de choses. Mais en tout cas, il y a en fait, on sent la texture même en regardant l'image, quoi. Il y a un Et- traitement de la couleur aussi, enfin sur le papier. Il reprend tout, il reprend tous les codes, il reprend la couleur, il reprend les grosses cases au-dessus qui est une voix off et qui raconte l'histoire. Les phylactères sont de la même façon qu'à l'époque. Le dessin aussi, beaucoup inspiré de Kirby, avec les fameux Kirby Dots, tu sais, les espèces de trames un peu bizarre pour remplir les aplats en fait et donner de la texture. Il reprend aussi d'autres codes comme les yeux de Charles Xavier qui sont en fait des yeux un peu asiatiques que Fawcett avait fait, et du coup il le reprend, etc. Donc en fait il nous fait un hommage, et en même temps il retrace une histoire de façon assez rapide d'ailleurs, de tous ces super-héros, et assez fidèle. Alors fidèle entre guillemets parce que vu qu'il y a plusieurs origin story sur les Il faut décider de la faut bonne. en choisir. Ouais. Et en fait, le début de l'histoire, on voit Uatu, le Watcher, qui discute avec le Recorder. C'est une entité extraterrestre, enfin il fait partie d'un peuple extraterrestre. Il est apparu dans les Fantastic Four à la base, et il a été envoyé sur Terre par son peuple pour d'une part observer les humains et en apprendre plus sur la civilisation terrestre, comment on vit et tout ça, et aussi par la force des choses les aider dans leur conflit avec que ce soit d'autres races extraterrestres en fait. Et ça devient c'est un peu d'une certaine manière, il se rapproche un petit peu des personnages des gardiens dans Green Lantern. Ah, les gardiens de l'univers. Voilà, ça se rapproche un petit peu de ça, sauf que lui, ce serait comme une sorte de gardien de l'univers isolé. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et donc il est là, il observe comment ça se passe, c'est une sorte de grand sage extraterrestre, et parfois il intervient pour soit donner des conseils, soit envoyer des gens en mission, des trucs comme ça. D'ailleurs, en fait, vous l'avez peut-être vu récemment dans Original Sin, enfin récemment, ça fait quelques mois maintenant, mais où il y avait son meurtre, hein, désolé pour le spoil, mais voilà. Non, là tu parles de Uatu. Oui, mais toi aussi tu parlais de Watu. Ouais, non je parlais de Uatu. Ouais, Ouais. ouais. Ah non, lui il parlait de Watu.
Ah, tu parlais de Watu. Ah, je parlais de je crois que Watu, tu m'as fait pardon. C'est le recorder que je ne connais Alors, pas. le recorder, alors moi je sais juste qu'il est arrivé dans. Attends, c'est dans quelle série Bon, il est arrivé dans une série Marvel et c'est en gros, c'est pareil, c'est une sorte de Iron Man mais avec avec une gigantesque un magnétophone Un super sur la vite, quoi. poitrine C'est ça. et il est là pour enregistrer les infos. Voilà. Et son prénom, c'est Larry Corder. Exactement. Voilà, donc moi je te donne plein de blagues Bon, super sympas ouais, et sont toi pas- tu viens avec ça. Et Voilà. donc il parle à Watu. Ketrus. Donc là, il y a que les très vieux qui connaissent cette référence. Et en gros, il lui dit raconte-moi une histoire et donc Watu. Si, par Watu. Et il lui raconte l'histoire et donc il nous raconte donc cette histoire des mutants et des X-Men qui commence par un grand cataclysme provoqué par Namor et après on voit il revient sur l'enfance de Xavier, l'enfance de Magneto, etc. Enfin, pour ceux qui connaissent déjà l'histoire de Marvel, on y apprend des choses. Moi, j'ai appris pas mal de choses, mais voilà, en gros, c'est un hommage et l'histoire. Notre histoire, l'histoire des comics Marvel avec le design de l'époque. Moi, ce qui m'a vraiment, au-delà, le dessin, évidemment, je vais en parler, mais ce que je pousserais plus loin, moi, le gars, vraiment, pour moi, c'est respect total. Je trouve qu'il a vraiment fait, alors peut-être qu'il n'était pas tout seul, hein, mais il y a vraiment un boulot de documentaliste en fait, c'est-à-dire que il y a quand même 80 ans, même plus que ça, quasiment 80 ans d'histoire et en fait il a, évidemment on l'a dit, il a dû faire des choix et tout, mais c'est vraiment méticuleux, c'est-à-dire que il a été chercher les histoires, il a dû trier dans ses histoires, dans toutes les versions qu'il y a eu. Comme l'a dit Ketrus, il a repris tous les codes graphiques et tout, donc vraiment pour moi c'est vraiment du gros boulot. Sur la page de garde, il y a que son nom indiqué en termes d'art. Ouais. Il s'appelle cartooniste. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je parlais de taf en termes de documentation. Ouais. Je sais pas si c'est pas fait aider, tu vois. Si, c'est fait aider parce qu'à la fin du comics, voilà. il y a une petite plaque, l'école de Xavier récompense. Oui, mais ça, alors là, c'est les auteurs. Là, en fait, il parle de tous les artistes de l'histoire de Marvel. De en fait. Marvel, je pense. Ah oui, je pense pardon. que c'est pas... j'ai Après, compris peut-être ça. que dans l'ours ou dans les descriptions, mais en fait, il fait bien de parler de la fin parce que à la fin, effectivement, il y a toute C'est la 30 ans bibliographie de voilà, en fait, à telle page, vous avez vu tel personnage, Ouais. il apparaît pour la première fois dans ça, et en fait, il parle d'hommage, Ketrus, c'est la raison. Des apostrophes hommage, et il a raison pour les gens qui connaissent. Pour les gens qui connaissent pas, c'est une des meilleures portes d'entrée possibles dans le monde des mutants et des X-Men, mais je trouve que c'est aussi pour moi c'est un peu comme un livre d'histoire que tu aurais à l'école, mais si un jour il y a des cours dans l'histoire de l'art ou j'en sais rien, et que tu veux apprendre en partie l'histoire des X-Men mais aussi l'histoire du comics sur lui-même, parce que l'objet comics, comme l'a dit Ketrus, il y a du taf sur l'objet papier lui-même. Pour moi c'est vraiment une pièce d'histoire et c'est un boulot, pour moi c'est au-delà du comics en fait. Ketrus. C'est justement là où moi je mets un bémol. Alors je pense que c'est un petit monument en fait ce comics, et qu'il aura sûrement un autre Eisner Award. Enfin, je vois pas comment il peut pas l'avoir avec le boulot qu'il a fait et la qualité du travail qu'il a fait. Par contre, je suis pas du tout d'accord sur le côté porte d'entrée dans l'univers des comics. Je pense que c'est pas du tout une bonne façon de rentrer dans l'histoire des X-Men et dans l'histoire de Marvel, parce que ça va trop vite. Je pense que nous on a une lecture biaisée parce qu'on connaît déjà, et en fait on peut se raccrocher, tu vois, à des détails et dire ah ouais c'est vrai, il y a ça, et du coup nous on apprend des choses, on est content, c'est un beau travail, on se rappelle de choses, exactement. Et moi je pense pas du tout que faire lire ça à quelqu'un qui ne connaît absolument pas l'univers Marvel, l'univers des X-Men, ce soit bien, et je pense que c'est trop perdu, tu vois, c'est un peu comme si on te passait très vite. Pour moi c'est une bande-annonce en fait. Ouais mais non. C'est une énorme bande-annonce. Bah si, parce qu'en Je suis fait, pas d'accord. Alors on a une approche différente, mais je trouve que ça te permet. Après ça dépend des caractères, mais je pense que par exemple si tu vois Magneto, à un moment il est décrit, c'est pas tout le temps lui, mais il est décrit. Effectivement ça va très vite, mais au bout d'un moment, tu te diras. Enfin moi perso je me dis, ok Magneto, il m'a dit ça, ok voilà comment il est apparu dans les comics et voilà son histoire vraiment basique. J'ai envie d'en savoir plus. Tu vois, pour moi c'est une porte d'entrée dans le sens où ça peut te donner envie d'aller plus loin, et je trouve que c'est un plateau de présentation vraiment hyper bien fichu. En fait, je suis d'accord avec vous deux dans le sens où effectivement ça peut être un peu brut. L'enchaînement successif de toutes ces scènes qui sont passées sur plusieurs années parfois. On te résume un arc en 3 pages parfois, mais derrière le travail au fait la référence elle vient de là. Je pense que c'est aussi une façon de dire aux nouveaux lecteurs, les mecs, ce que je vous propose, c'est bien évidemment un condensé de 40 ans d'X-Men, mais
je vous permets, entre guillemets, je vous mets la référence pour que vous puissiez aller découvrir plus sur ce personnage, sur cet arc, vous-même. Parce que s'il l'avait pas fait, il n'est pas obligé de le faire. Hein. Après, entre ça et ce que Ketrus disait sur le fait que ça s'enchaîne beaucoup, peut-être qu'on a l'impression que c'est indigeste, ou en tout cas que ça va à 1000 à l'heure et qu'on n'a rien le temps d'enregistrer, mais faut pas oublier que le fil conducteur c'est Xavier, parce qu'on part vraiment de ce, enfin on part au début de la naissance des mutants, mais le fait que ce soit en fait c'est l'histoire de Xavier et il y a énormément de personnages, il monte les mutants, il monte les X-Men, etc. Donc ça s'enchaîne effectivement, mais c'est quand même la trame de la vie de quelqu'un en fait, c'est pas juste des événements qui s'enchaînent, sinon autant lire Wikipédia, tu vois ce que je veux dire. Et je trouve qu'il y a vraiment ce taf de, évidemment il a pas pu romancer le truc, mais tu sens que dans le texte, il te parle quand même, il essaie de te raconter quelque chose. C'est pas juste du copier-coller de voilà, en telle date il y a eu ça, en telle date il y a eu ce personnage. Il essaie de te raconter ça d'une façon dont lui aurait pu imaginer que ça se passe. Moi, je pense qu'on n'est pas. C'est une intuition que j'ai. Je pense qu'on n'est pas à même de juger ça. On n'est pas à même de juger si c'est un bon comics pour les gens qui ne connaissent absolument pas Marvel et les X-Men et Professeur Xavier. Parce qu'on voit plein de choses, nous on fait plein de raccourcis. Je pense que tu vois, on peut très bien lire ça et quelqu'un qui connaît pas dire mais c'est super pauvre comme histoire, le truc va trop vite, c'est qui lui, pourquoi il fait ça, il y a pas de développement de personnages. Et autre chose, il y avait plein de persos que je connaissais pas par exemple. Oui, mais moi aussi, mais c'est pas grave parce qu'on a. Sauf si même en tant que lecteur novice, tu sais qu'à la base tu vas lire un truc qui a une sorte de condensé. C'est-à-dire, si tu t'attends, si jamais quelqu'un te le conseille en te disant attention, je te préviens, ça va être un truc hyper condensé, mais ça va te donner une bonne idée, ça va te donner une sorte de vision avec beaucoup de recul de tout ce qui s'est fait pendant ces 70 dernières années chez les X-Men. Là, c'est intéressant. En revanche, effectivement, quelqu'un qui se dit de lui-même il paraît que ça c'est une super porte d'entrée et qui n'y connaît rien, si on lui dit pas attention c'est hyper condensé, bien sûr, il risque de faire je comprends rien. Non, mais ça c'est typiquement le genre de comics que tu offres et que tu dis vas-y go mon gars. Et si tu veux même dans la forme de narration, je trouve que c'est une forme moi j'adore, mais lourde, un peu lourde aussi, un peu désuète. C'est-à-dire que cette constante voix off avec quasiment aucun dialogue ou des dialogues qui sont très minimalistes et en fait qui moi m'ont parlé sur plein de trucs. J'ai lu des dialogues et je me suis dit ça m'a rappelé, tu vois, des choses, des histoires et du coup c'est bon, ça me fait tilt. J'ai tout le reste j'ai mon cerveau qui je passe à la suite. Je passe à la suite. Qui rentre dans tes archives. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être pas quelque chose. C'est peut-être pas quelque chose pour les fans. Moi, tu vois, j'adorerais voir ça en grand format, quoi, quand ça sera. J'espère qu'on sera tout fini. On va faire un absolute. Il y aura un super absolute où tu vois. Il y aura un grand design. Parce que effectivement, c'est une pièce, je pense, à avoir pour tout fan de comics et pour tout fan de Marvel et des X-Men. Évidemment, on a dit qu'il dessinait, enfin après, chacun ses goûts, mais je trouve qu'il dessine comme une grosse brutasse, c'est vraiment un très grand artiste. Et là où c'est génial, c'est que je pense qu'il a dû, encore une fois, je le connais pas, même s'il m'a parlé sur Twitter, voilà, je voulais le placer. Je le connais pas, mais je pense que c'est le kiff de n'importe quel dessinateur / cartooniste de s'approprier une charte aussi balèze que les X-Men ou n'importe quel team de super-héros, avec tous les costumes qu'il y a eu pendant 70 ans, tous les monstres, toutes les têtes, tous les trucs, et de te l'approprier avec ton propre style. Et je trouve que cet exercice, je pense qu'il doit être plaisant pour lui et il est plaisant pour le lecteur parce que, comme l'a dit Ketrus, même si t'es noob de ouf, t'as vu au moins les X-Men, t'as vu des costumes et non, du coup, pas forcément. Enfin, je sais pas. Non, on peut partir du principe que t'es tellement noob que tu connais rien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même si t'es noob, t'as au moins vu un poster, un dessin animé une fois, un truc dans un journal au moins une fois. Ça te dit pas rien. Bref, moi, je pense que je pense que la plate, le fait de voir tous ces trucs-là, tous ces codes réappropriés par une seule personne et le digérer et te le proposer avec son propre style et le réinterpréter à sa façon, c'est encore plus jouissif justement. Et ben pour moi, c'est pas forcément négatif ce que je veux dire, mais c'est le même genre de geste de grosses balls quoi, comme Mike Allred, les Allred, tu sais, ils prennent un style et ils font un peu copier-coller partout, mais c'est le style de Mike Allred. Ils se réapproprient certains personnages avec leur style qui est très éloigné parfois de certains artistes, de soit ceux qui l'ont créé, soit ceux qui l'ont développé, surtout dans les années 2000-2010. Et t'as Allred qui revient, viens on retourne dans les années 60. Et ça, je trouve que c'est ce genre de risque que je trouve assez sympa. Et là, Piscor, le mec, il a toujours fait la même chose quand on regarde ses œuvres, même si parfois il y a des œuvres. Si, c'est quand même. il a fait la même chose dans l'histoire du hip-hop, mais c'est tout. Non, mais le même type de trait. Parce que les autres romans graphiques qu'il a écrits, c'est encore ce même. Je parle vraiment de type de trait. Je parle pas de collection historique, mais vraiment ce côté. C'est mon style en fait. Hein. C'est peut-être rétro pour certains, mais ça me va très bien. C'est son style, mais c'est, je pense, une école. Lui, il sort de l'école Kubert, mais il a commencé à travailler dans le comics
pas indé, mais le comics underground carrément. Il a bossé sur des scénarios avec Harvey Pekar, le mec qui a écrit American Splendor, et c'est vraiment du comics qui, à la base, a une identité visuelle diamétralement opposée de celle du comics de super-héros, et il a développé son style, je pense, après l'école, surtout en travaillant dans des comics, enfin sur des comics comme ça, des histoires comme celle-ci. Et du coup, je trouve que putain, j'arrête pas de dire du coup ce soir, j'ai envie de me tabasser moi-même. C'est hyper intéressant son travail visuel sur X-Men, parce que c'est comment adapter le comics de super-héros qui a une fois de plus une écriture visuelle très codifiée, à un style qui à la base est très très différent, mais qui est pas si différent que ça au final, parce que les tout premiers comics sont les visuels qui ont inspiré les créateurs de comics underground par la suite. Donc il y a une sorte de truc hyper, il y a une sorte de boucle hyper intéressante qui se fait, du moins visuellement, avec Grand Design, je trouve. Après, je suis assez d'accord avec un petit peu tout ce qui s'est dit, c'est-à-dire que on peut moi j'aime beaucoup le fait que c'est une sorte de condensé immense de toute l'histoire des X-Men. Je trouve ça vraiment très intéressant. Il y a un vrai travail d'historien presque, effectivement, qui est effectué, et c'est intéressant de le contextualiser avec Uatu et le Recorder, qui sont justement là pour c'est leur rôle, enregistrer des datas, tu vois, c'est leur rôle, et je trouve que c'est une idée simple mais assez intelligente, je trouve, pour exploiter son concept. Je suis un peu effectivement dubitatif sur le fait que ce soit une vraie porte d'entrée, c'est-à-dire que je pense que c'est une porte d'entrée si, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu préviens la personne en amont et que tu lui dis voilà, ça va être ça, ne t'attends pas à avoir une histoire, et surtout ne t'attends pas à avoir un truc moderne avec des explosions, des effets et tout. Enfin, au contraire, tu vas avoir un récit assez désuet dans sa narration, dans son écriture, dans sa présentation visuelle. Mais si tu préviens cette personne et que tu dis, après avoir lu ça, t'auras une vision globale beaucoup plus claire de l'univers, et tu pourras te lancer un petit peu dans n'importe quel truc qui va t'attirer. C'est à la fois l'atout, et je trouve le truc un peu dommage, c'est que ça reste finalement un super bel objet, mais narrativement ça n'a d'autre intérêt en soi, je trouve, que de te résumer l'histoire des X-Men, quoi. Oui, au final c'est ça, c'est un gros résumé. Ouais. Je maintiens que c'est le best cadeau, parce qu'en fait, au-delà de vas-y, tiens, tu connais pas du tout, vas-y, mange. Effectivement, ça peut être indigeste, mais même l'objet lui-même, c'est aussi une fenêtre ouverte vers la gueule qu'avaient les comics avant. Et du coup, t'as certains comics de maintenant qui soit valent 6000 balles, soit tu les trouves qu'en scan, donc c'est hyper dommage. Donc je trouve que offrir ça à quelqu'un, et comme le dit Joe très justement, le prévenir, voilà, écoute, ça c'est cool, c'est un morceau d'histoire des comics, dans tous les sens du terme, que ce soit histoire ou graphique. Je trouve que c'est génial, et je suis d'accord avec Ketrus aussi, on peut pas juger pour ceux qui sont noobs, mais du coup, si des gens qui nous écoutent vont tester là et qui n'y causent rien aux X-Men, ça nous intéresse d'avoir vos avis. Donc, vous voyez Comics Club et tout ça. Et je finis en disant que le TPB des 2 issues dont on vient de parler, parce que ça s'arrête pour l'instant maintenant, ça sort le 3 avril en anglais, et la suite de Grand Design, ce serait fin 2018. Recommandation Ketrus. Complètement, ouais. Ben. Meilleure chose. Et Joe. Moi, oui, mais je le recommande pas en tant que comics. D'accord. Ouais, plutôt en plus. Voilà, je trouve que c'est un super accompagnement. C'est un accompagnement très très bon. Moi, je trouve ça un peu comme une figurine de comics, tu vois. Exactement. Ouais. Alors, je vous fais le petit résumé de ce qu'on a lu aujourd'hui. On a lu Maestros chez Image Comics. On a lu Dark Ark chez... Oh là là. Aftershock Comics et X-Men Grand Design chez Marvel Comics. C'est tout pour les revues. Du coup, on se donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. Mais oui, bien sûr. Nos J'ai inversé des lignes. Le réseau social, c'est juste il y a le lac, et à côté il y a le réseau social. Il y a les flamands sociaux avec, il y a les poissons sociaux. Non. Ouais, c'est pas mal. Vous êtes vraiment pas sympa. Franchement, vous êtes pas cool. Vous êtes pas cool. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, pour nous donner vos avis sur ce qu'on a lu, ou si ça vous donne envie, vous nous dites ça. On se retrouve dans quelques instants pour parler de l'Académie du Parapluie et de la série Couple Complété. Joyeux. À tout de suite après la pub. Toi, auditeur, tu es en quête d'un rendez-vous mensuel qui parle dans les longueurs de toutes tes passions. Tu cherches une fenêtre ouverte sur tout ce que Japon peut faire, même ce qui est barré et nuché. Ne cherchez plus.
LOL Japon est un podcast long format animé par Amo et Concombre, mêlant bromance et japonaiserie, dédié aux animés, mangas et leur industrie, jeux, cinéma, tout y passe, en statut culturel, dossier et 4 rubriques qui changent à chaque numéro. Aucune limite de temps, de ton ou de genre, avec des invités ou non. Titier. LOL Japon est un podcast mensuel disponible sur Radio Kawa, iTunes et des applications dédiées, diffusé en direct un vendredi par mois. Plus c'est long, plus c'est bon. Tout est bon dans le Japon. C'est bon dans le Japon. Après je fais le. En fait je fais le. Ah tu fais Et après je ferai le. Et vous faites le. De retour dans cette 91e émission de Comics Outcast. Oh, la vache. T'as vu ça? Bientôt la 100. Dans cette rubrique qui s'appelle Le Focus, on se penche sur une œuvre, un artiste, un auteur, une maison d'édition et on vous les présente pour vous les faire découvrir cette semaine. C'est le comics The Umbrella. Non, Umbrella. L'accent tonique est sur le U. Non, The Umbrella Academy. Non, il n'y a pas de The. Hein. Si, il y a des. Ah, il y a un The. Non, mais surtout quand t'as 2 accents toniques côte à côte, il faut que tu le déplaces dans The Umbrella Academy. Excusez-moi, qui nous intéresse et c'est un choix de Ben. Absolument. C'est un choix de Ben parce que l'auteur c'est Gérard Way qui est le chanteur de My Chemical Romance que j'adore. Gérard. Ouais. En fait, je vous en avais parlé quand on avait parlé de This Is Young Animal, le label, le label de DC que Gérard Way a lancé où il y a Doom Patrol, Shade, The Changing Girl, Cave Carson, Is the Cybernetic Eye, tout ça. Voilà. Et donc je m'y suis penché peu après parce que je suis fan de l'écriture de cette personne et c'est de la grosse tabassade. Ça déboîte le cul. Voilà. Donc Umbrella Academy c'est sorti. En fait, il y a deux grosses histoires. La troisième est incessamment sous peu depuis 10 ans. Elle arrive cette année normalement, non, depuis 2009, c'est censé être le numéro 3, mais ça devrait sortir cette année. Donc le premier s'appelle Apocalypse Suite, c'est sorti en 2007, il y a 6 issues et il a gagné juste un Eisner Award. Apocalypse Suite, hein, pas Apocalypse 8. Oui, pardon. Oui, t'as raison, pour les gens que. comme en musique, une suite comme une suite en musique ou la suite Adobe Photoshop, par exemple. Et le deuxième s'appelle simplement Dallas, c'est sorti en 2008 et il y a 6 issues aussi. Le troisième dont j'ai parlé tout à l'heure qui devrait arriver cette année s'appelle Hotel Oblivion, mais nous n'en sommes pas là. Une série Netflix a été commandée de 10 épisodes cette année. Et Gérard Way est aux commandes, enfin en tout cas est executive producer, donc je pense que ça va déboîter le même cul. JPP, continue. Donc, écriture, je le dis plus d'une fois, Gérard Way. Dessin, Gabriel Bas. On le saura, hein, putain. Gabriel Bas qui est un petit génie, hein, enfin qui n'est pas petit spécialement, mais qui est magnifique. Ah là tu fais une blague sur la taille, putain. Il a bossé sur évidemment BPRD, vu son style tout à fait mignolesque. Il a bossé sur Death Reaper dont on a parlé il y a quelques émissions, et également Casanova que je n'ai pas lu. Et à la couleur, si je vous dis couleur, vous me dites Dave Stewart. Merci Kate Russ, bien évidemment Dave Stewart, le dieu. Ce n'est même plus un génie ni un roi, c'est un dieu, c'est le dieu de la couleur, voilà. Enfin, il y en a d'autres, mais Dave Stewart quand même. Et précisons que le frère jumeau de Gabriel Bas, c'est Fabio Moon. Oui. Qui est un auteur de comics également. Et romancier aussi. Et romancier. Et il a fait des trippers avec lui. Et d'ailleurs, tu vois, je voudrais juste te dire que ça fait chier que Dave Stewart soit pas sur la couverture aussi en tant qu'auteur. Oui. Parce que je pense que là, tu enlèves les couleurs de Dave Stewart dont on parlera tout à l'heure. C'est clair. Le bouquin n'existe plus. Mais je sais pas qui décide de mettre. Des fois, il y a le coloriste sur la couverture. Je sais pas qui décide de ça. Donc c'est vrai que c'est dommage. Parfois, c'est son importance. Hein. Bah là, en l'occurrence, pour ça, c'était un connard qui a décidé. C'est clair. Ouais, c'est un clairement. gros con. Je l'ai pas dit, c'est chez Dark Horse. Donc Dark Horse, c'est un connard. Bah si, en plus, le connard, c'est Scott Ali. Scott Ali, c'est l'éditeur de Mignola sur BPRD. Je suis pas sur sûr Hellboy, qu'à l'époque c'était Scott Ali. Ah si, c'est Scott Ali. C'était déjà Scott Ali en 2008. Scott Ali. Soit des droits aussi, tu vois. Donc l'histoire de droits. l'histoire d'Umbrella Academy. Donc alors, ça se passe le tout début de l'histoire. Attends, et c'est sorti en français aussi chez Delcourt. Magnifique. Voilà, je n'avais pas cette info, c'est super. Le tout début de l'histoire, ça se passe dans les années 50. Ça va être beaucoup de dans les années machin parce que c'est jamais daté précisément, mais en tout cas, c'est on sait que c'est dans les années 50. Ouais. On sait que c'est dans une réalité qui est pas tout à fait la nôtre, pour plein de raisons, dont certaines que je vais taire parce que sinon ça peut spoiler. Un soir de match de catch, pendant lequel un gros balourd pète un poulpe de l'espace. Tout va bien. Pendant ce match de catch, mon quotidien, de par le monde entier, 43 bébés naissent de mères principalement célibataires qui ne montraient pas de signes de grossesse. D'accord. Donc déjà méga chelou, mais c'est ce qui se passe. Donc je l'ai dit, de par le monde, il y en a plein. Certains ne vont pas survivre évidemment, parce qu'on voit même que certaines femmes accouchent en plein dans le métro, donc il y a encore le cordon ombilical. Enfin, c'est assez sanglant dès le départ. C'est pas forcément gore, mais en tout cas on est dedans. Et un des protagonistes de notre histoire, qui est Sir Reginald
Hargreaves aka The Monocle, ou Le Monocle, je pense en français, qui est un scientifique, un prix Nobel, il a inventé plein de trucs super bien, enfin un philanthrope, riche, tout ce que tu veux, qui va décider de choper les derniers survivants. Il va partir à la recherche des derniers bébés survivants, il va en trouver 7, il va seulement en trouver 7, et ces 7 enfants, qu'il va au départ nommer 1, 2, 3, enfin numéro 1, numéro 2, toujours jusqu'à le plus numéro facile. 7, eh bien il va les recueillir, les élever, les entraîner, développer leur pouvoir, puisque évidemment il naissent avec des ils ont des pouvoirs, pouvoirs innés. Un peu à la manière de Charles Xavier Sanchez du début. Et ça va faire la Umbrella Academy dans sa grande maison de très riche. Il va former ces jeunes. Pourquoi, je vous demanderai? Eh bien, pour sauver le monde. Juste ça. Ah, donc En fait, rien à il va voir créer avec des la genres de météo. super-héros. De quoi? Rien à voir avec la météo. Non, Umbrella, pour l'instant, on sait pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais c'est stylé. Qu'est-ce que tu voulais dire, Catherine? Bah, c'est un alien en plus, original. Oui, je l'ai pas dit, c'est vrai, c'est un alien, effectivement. Petit détail. Bah, en fait, petit détail, oui, en même temps, il y a une seule case qui nous explique ça et ça revient pas vraiment sur le tapis. D'accord, donc Après, peut-être qu'ils veulent donc, mettre justement son humanité, son côté humain. Ouais, après, en avant, après je pense qu'on plutôt en que parlera son- plus tard parce que je vais vous alien. proposer de parler de cette histoire sur 3 grands axes, et un des grands axes c'est Ouais. tout le côté Lovecraft, et je Vas-y. pense que un extraterrestre qui vient sur Terre pour faire des trucs, c'est vachement Lovecraft. Et donc voilà, il va créer cette académie dans laquelle il y a ces 7 élèves qui vont par définition devenir un peu 7 élèves, pardon, je vois ta tête. Oui, Eric m'a fusillé du regard. Qui sont un peu ses enfants, même s'ils n'ont pas de lien de parenté, et c'est un peu leur père spirituel, mais au bout d'un certain moment, ils ont combattu plein de monstres, plein de trucs, plein de menaces. Au bout d'un certain moment, ça va pas bien se passer. Il va y avoir des embrouilles et l'Umbrella Academy ils vont se séparer. Ils vont mettre fin à leur Disbandement. ouais, mais voilà, mais j'avais pas de terme en Mais non français. plus, j'en trouve Débander, peut-être. Ok. Et donc voilà. Séparation. Dissolution. Scission, voilà, si vous voulez. Oui, démantèlement. Jacques Chirac. Jacques Chirac, bien sûr. Manger des pommes. Joli. Et 3 points. plein d'années vont passer, plein d'années vont passer, ils vont se perdre de vue, ils vont ne pas s'écrire, ne pas se parler, ils vont chacun essayer de construire leur vie. Comme la vie avant Facebook, quoi. Ouais. Ok. Et ce qui va les réunir, c'est un triste événement, c'est la mort de Sir Reginald Hargreaves aka Le Monocle, qui est leur père spirituel. Il va mourir, et donc ils sont rappelés à la maison mère, à l'Umbrella Academy si tu veux, parce que c'est l'enterrement. Et là, ça va pas vraiment bien se passer non plus, puisque ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus, et il y a des griefs, il y a des sales histoires, il y a des relations qui sont pas bien passées, il y a des vengeances, il y a des rancœurs, il y a tout ce que tu veux. Il y a des non-dits. Il y a des non-dits également. Exactement. Et donc, Il y a peut-être des sentiments non avoués. De profondes blessures. à moins que mes petits camarades veuillent rajouter un truc que j'aurais oublié dans l'histoire principale. Que Truce, Joe? Il y a un mec, il a un corps de gorille. Mais ça, oui. exactement. C'est un gorille martien. À la base, oui. on Non, peut le dire ça, c'est pas On spoil. peut complètement. C'est pas spoil, on le En sait fait, assez rapidement. c'est numéro 1 qui va après s'appeler Ah ouais. Space Boy, puisqu'après ils vont tous avoir des noms de code puis des prénoms. Qui en fait, après un accident lors d'une baston, va se retrouver avec un corps de gorille et sa tête à lui, qui d'ailleurs est des fois dessiné vraiment en mode patibulaire, complètement disproportionné, et sur certaines alternate covers un peu plus réalistes, il a un corps de singe mais beaucoup plus avec des proportions plus humaines, D'accord. et c'est trop classe. Tu veux dire autre chose, Catherine? T'as dit que les autres enfants étaient morts et qu'il restait que 7 et Ouais. c'était eux Ouais. Pardon. Après, ils disent plein n'ont pas survécu, et Hargreaves en a trouvé 7. Oui, c'est ça. Mais Ouais. je me demande toujours s'il n'y Ça en a ouvre pas la d'autres. porte. Il peut y en avoir dans la nature. Qui arrivent. Ou alors je suis parano et je sais pas. Et donc je vous propose, pour moi c'est un très grand comics, et je vous propose de discuter de ça sur 3 axes. Je pense que l'axe principal c'est ce que je vais appeler la famille, l'enfance, l'éducation, enfin le fait de grandir. Quand t'es un enfant qui n'a vraisemblablement pas de mère, pas de père, qui est apparu comme ça de nulle part et qui est pris sous la main, enfin qui est pris sous la houlette d'un vieux, parce que c'est vrai qu'il a l'apparence d'un vieux même si c'est un extraterrestre, et qu'en fait ton but c'est de faire partie d'une team pour péter des méchants dès le départ. T'as pas vraiment d'enfance. Des fois tu manges une crème glacée quand t'as battu un ennemi, soldat. mais voilà, donc voilà, il y a ça. Et d'ailleurs Gérard Way dit lui-même que c'est l'histoire d'une d'une famille dysfonctionnelle. C'est comme ça qu'il Je m'en lasserai pas, je suis désolé. c'est comme ça qu'il décrit son comics, donc c'est clairement ça. Le deuxième axe, ça serait plutôt l'identité et les choix de vie, parce que comme l'a dit Joe, à un moment il y a un mec qui a un corps de singe, en fait c'est le numéro 1 qui, quand il aura grandi, donc c'est plusieurs années après quand ils vont se retrouver, justement il y a un peu comme dans Il est revenu, tu sais, ils sont enfants, puis après la deuxième partie où ils sont adultes, c'est un peu ça. Donc l'identité et les choix de vie, puisque tu ne l'as pas lu. L'identité et les choix de vie, puisque pendant ces absences où ils vont tous se séparer, ils vont chacun essayer de faire leur vie à leur manière, notamment numéro 1 qui est hyper loyal et qui voulait juste la fierté de son père, entre guillemets. Lui il va être vraiment boulot. Il y a, enfin voilà, tout le monde va gérer à sa manière, comme il peut, parce que c'est des personnages brisés finalement. Et le troisième, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'univers Lovecraftien qui est
principalement sur le graphisme mais pas que, où voilà, il y a tout un folklore, toutes des inspirations que ce soit, enfin voilà, Lovecraft, on peut trouver du dessin à la Mignola, sans vouloir coter la personne qui est à ma droite qui m'a dit ça quand il a ouvert, il a raison, ça ressemble, c'est un peu anguleux, etc. T'es toujours aux axes là. De quoi? T'es en train de définir les axes. Voilà, c'est mon troisième. En fait, tu t'es pas en train de les définir, t'es en train de les développer là. Donc, non, pas du tout. Mais si. Mais pas du tout. Alors, bah, voilà, au lieu de te moquer et de. Mais je me moque pas. Pose-moi ce téléphone et dis-moi ce que tu penses du fait que je dis qu'un des axes c'est la famille. Oui, enfin, oui, alors ça fait effectivement, très c'est un prof comics qui a qui parle chopé, d'une famille recomposée. Donc oui, l'un des axes, c'est la famille. Enfin, ça fait partie des. D'accord, mais est-ce que tu penses que c'est important dans ce comics? C'est ça que je veux dire. La réponse est dans ce que je viens de te dire. C'est-à-dire Oui. que c'est un comics qui parle d'enfants qui ont été adoptés par un mec et qui en fait une sorte de famille recomposée. Donc oui, la famille, c'est un des thèmes récurrents et importants de ce comics. Je sais pas trop ce que je peux te dire de plus. Bah en fait, je voulais savoir comment toi t'avais ressenti ça. Quand je te dis est-ce que selon toi ça parle de la famille, tu me dis oui parce que tu me paraphrases. Bah oui, mais savoir ce que toi t'as en fait, ressenti sur le je te lisant. paraphrase, c'est que enfin, je trouve que comment dire, ça me paraît être une évidence en fait que c'est un comic qui effectivement développe des thématiques qui sont proches d'ailleurs de celles des X-Men également, de plein d'autres comics dans ce genre, c'est-à-dire on récupère des personnes avec des abilities, des capacités, des pouvoirs, des capacités hors du commun. Qui savent pas véritablement s'en servir ou alors qui ne s'en servent pas de manière correcte, enfin qui savent s'en servir mais qui le contrôlent pas vraiment, qui ne savent pas vraiment d'où ils viennent ou comment ils ont acquis ces pouvoirs et qui sont rassemblés par un mentor qui décide d'en faire une sorte de team de super-héros. Donc en fait, Umbrella Academy, pas seulement sur cet aspect-là mais sur bien des aspects, c'est une sorte de digest de plein de séries qui ont été faites avant. D'accord. Et qui assemblent assez intelligemment, je trouve, et avec un univers qui se démarque clairement, autant visuellement que dans la manière dont les personnages sont présentés. En fait, c'est un peu, je résume vraiment très très large, mais pour vraiment dumb down le truc, c'est comme si Mignola avait créé les X-Men. D'accord. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un côté plus sombre, même pas forcément plus sombre, mais en tout cas plus barré. Plus avec effectivement des personnages tous très hauts en couleur, avec des pouvoirs parfois qui sortent vraiment de. C'est pas un mec qui peut envoyer des lasers avec ses yeux, quoi. Ouais. C'est une fille qui peut faire arriver n'importe quoi si elle prononce bien sa phrase, si elle prononce le début de sa phrase correctement. Je sais plus ce que c'est. En fait, elle dit à chaque fois, elle dit j'ai entendu dire il faut qu'elle commence sa phrase parce que j'ai entendu dire que ou alors il y a une rumeur qui dit que t'as 3 jambes et genre il y a une troisième jambe. Et d'un coup t'as une troisième jambe. Donc c'est des pouvoirs n'importe quoi. Donc c'est comme si Mignola avait créé les personnages et qu'il avait fait une histoire à la X-Men, c'est-à-dire des jeunes avec des personnages avec des pouvoirs réunis par un vieux. Évidemment, comme c'est des jeunes, il va y avoir des conflits et tout va partir en couille et ils vont finalement se retrouver parce qu'il va y avoir une cause plus importante que leur propre personne. Et voilà, donc c'est pas ultra original, mais l'originalité, non, parce que l'originalité vient du traitement visuel et scénaristique, et c'est ça qui fait que ça se démarque de toutes les séries dont ça s'inspire. Quetrus, la famille. Alors la famille, moi je dirais de grands pouvoirs amènent de grands névrosés. Ouais, c'est vrai. Et pourquoi? Et oui, la famille, c'est la colonne vertébrale de ce bouquin en fait, en tout cas de Apocalypse. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de lire le deuxième. C'est pas très grave, je te dirai pourquoi. Et en fait tout tourne là-dessus en fait, et surtout tous les ressorts scénaristiques et ce qui va faire avancer l'histoire est basé sur le fait qu'ils sont traumatisés par leur enfance, qu'il y a une enfance de cobaye, qu'il y a une enfance super triste en fait, qui n'est pas une enfance d'enfant parce que ce professeur, ce monocle les traite déjà comme des numéros. Il leur a pas donné de nom, il leur a pas donné de nom, même pas un nom de super-héros, tu vois. C'est ça qu'on voit que c'est intéressant qu'ils soient aliens. Ouais, exactement. Et ça vient très rapidement pour ponctuer ça et le raccorder à une série que j'ai lue il y a pas très longtemps, qui est assez différente mais qui a des thèmes assez similaires, Deadly Class, où on a également des gamins qui sont récupérés un peu au pif et qui sont un peu mis dans des situations extrêmement dangereuses par un mec qui a envie d'en faire des machines à tuer mais qui se soucie assez peu de leurs états d'âme. Il y a Rising Star aussi qui est sur le même. D'ailleurs, ils naissent pendant un événement aussi pareil, enfin ça ressemble aussi. Petrus revient. Oui, je
Pardon, Ketrus revient. Reprends. Parmi les siens. Ketrus revient. Non, je sais plus où j'en étais. Oui, du coup, et encore plus que de ne pas leur donner de nom, tu vois, il les traite comme un sujet d'étude parce que au tout début du comics, t'as une espèce de planche descriptive, tu vois, un peu écrite comme une description biologique avec leur matricule et puis ce qu'ils pensent de lui dans un espèce de journal. Mais en plus, il les rabaisse, surtout numéro 7. Numéro 7, c'est ça, la fille qui apparemment n'a pas de pouvoir. Et en fait, tout ça crée des déséquilibres dans leur vie et le fait de le transposer après quand ils sont adultes et de voir leur relation entre eux, enfin moi je trouve ça super fin et assez génial. D'autant plus, enfin je trouve pas le terme, mais en fait, mais moi je me suis même posé la question par rapport à ma relation avec mes enfants en fait. Tu vois, qu'est-ce que tu peux dire, comment tu les traites, si tu les valorises ou pas, comment ça peut être ressenti plus tard et quelles peuvent être les conséquences. Et là, c'est dans un œuvre de fiction et une œuvre super héroïque. Et j'espère qu'ils n'auront pas de grands pouvoirs, qui me casseront la gueule après. Ah, tu m'as privé de goûter. Et parce que un tu te grand rappelles goûter quand tes parents implique te de rendre privaient de goûter. non, mais Oui, moi, tous, j'ai tout noté. Et je suis et voilà, tout ça pour dire que je suis d'accord que la famille, l'éducation de l'enfance, c'est le thème principal en fait de cette BD. Et ça parle certes de fin du monde, ça parle de combat, etc. Mais à la base, en fait, ça parle surtout de quelles sont les conséquences sur une personne de maltraitance pendant son enfance ou de mise au banc, etc., etc. Et c'est très riche. Et ce qui est marrant, c'est que c'est raconté et c'est mis en dessin de façon très naturelle dans le déroulement d'une histoire. Et voilà, ça, je trouve que c'est vraiment un tour de force. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, je pense, c'est que, comme l'a dit Ketrus, ils ont un peu été traités comme des bêtes de foire, même si ça a l'apparence d'une famille avec, ils se disent tous frères et sœurs et ils ont un père. En fait, le truc, c'est que par exemple, tu vois, exemple basique, à chaque fois quand ils sont dans des missions, s'il y en a un qui a le malheur de dire dad ou papa, eh ben, il lui dit non, tu m'appelles pas papa. En gros, le mec il casse directement, il impose la hiérarchie et il casse le côté relation affectif, émotionnelle, affective, voilà, exactement. Et effectivement, ça fait des enfants qui sont complètement, au bout d'un moment, tu focalises sur ton boulot et en fait, tu as plusieurs façons, vu que tu n'as pas vraiment le choix, tu as plusieurs façons de le faire. Soit tu fais comme numéro 1 qui va lui être vraiment le paladin loyal et qui va dire ok, je veux que mon père soit fier de moi, c'est moi il faut que je donne tout ce que je peux pour être un héros et c'est aussi pour ça qu'il est le leader. Parce que le monocle a vu en lui des capacités de leader et c'est ça qu'il a exploité. C'est ce qu'il fait avec chaque enfant, il voit les bases et il exacerbe. C'est un peu ce que disait Ketrus, il les traite de façon différente en fonction de ce qu'il veut en faire en tant que héros. Et du coup, t'en as certains qui le font, on va dire, bien dans le sens, voilà, je vais mettre à profit ça pour rendre mon père fier de moi. Et t'en as d'autres qui vont complètement partir en vrille en disant, en fait, je le déteste, qui crève et tout. Et c'est là aussi où c'est intéressant, c'est qu'après, ce qui va les réunir, c'est la mort de cette personne, de ce père. Et en fait, chacun va gérer le deuil à sa façon. Et ça m'amène à mon deuxième bloc. Et vous allez me dire si vous y pensez aussi, c'est, en fait, ils n'ont pas vraiment d'identité ces gamins, c'est-à-dire qu'on a dit au début ils n'avaient même pas de prénom, ils ont eu des noms de code mais ils n'ont pas eu d'enfance, ils n'ont pas eu d'adolescence, ils n'ont pas eu de premier amour, même si on comprend qu'ils ont eu des émotions et que vu qu'il y a des filles et des garçons dans cette famille, il y a eu des petits, tu vois, il y a eu des relations qui se sont créées, des attachements, etc. Mais ils ne sont pas vraiment construits comme un humain normal va pouvoir se construire. Qui va à l'école. Voilà, bon après il y a plein de gens dans notre réalité qui n'ont pas d'enfance, c'est parce qu'ils vivent dans des endroits horribles et tout, mais voilà, et du coup ils sont complètement brisés et quand ils vont se réunir, tu vas apprendre au fil des cases ce qui s'est passé pendant qu'ils étaient séparés et si ils étaient toujours des super-héros ou s'ils ont essayé de tourner la page. Numéro 7, comme l'a dit Ketrus, qui s'appelle Violine à la fin, enfin son prénom c'est Aina, je crois, je sais plus. En fait, elle a complètement voulu tourner la page. Elle a même écrit un bouquin, Ma vie en tant que numéro 7. Enfin voilà, chacun a vraiment géré à sa façon. Et je trouve que on a du coup une deuxième partie. C'est dans le même, c'est toujours dans Apocalypse Suite. Mais on a l'évolution de ces enfants, même si plus tard dans l'histoire on aura des flashbacks. Je trouve que c'est intéressant de voir comment ces enfants ont grandi et comment ils vont gérer le décès de leur père. Et comme l'a dit Ketrus, il y a une fin du monde qui arrive aussi, quoi. En fait, si je me trompe pas, c'est le premier scénario de comics de Gerard Way. Qui est, je suis pas sûr qu'il alors il a fait des petits trucs avant, mais son premier première série creator owned. Après il a fait des Saying Animal. Et je trouvais que c'était, moi à l'époque j'écoutais un peu My Chemical Romance et tout, et je savais que c'était un mec qui était assez fan qui déjà dans ses chansons de toute façon racontait des histoires, créait des personnages qui avaient des inspirations comics. Il disait lui-même qu'il était hyper fan de Grant Morrison et tout, donc j'étais pas très étonné qu'il s'y mette. Et ça a les qualités et les défauts d'une première œuvre
œuvre un petit peu, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a des scories, il y a des trucs où tu sens qu'il aurait pu creuser un petit peu plus. Il était vraiment hyper jeune quand il a scénarisé ça. Particulièrement Je pense plus au traitement des personnages au départ que je trouve hyper intéressant, mais très très stéréotypé et que en fait il s'épaississe au fur et à mesure du truc, mais je me souviens qu'à ma lecture en fait je trouvais que c'était un peu par à coup, c'est-à-dire que c'était pas ultra fluide et que tu sentais que le mec en fait il avait plein d'influences, plein de trucs qu'il avait envie de caser, que ce soit Mignola, la science-fiction, Grant Morrison, David Bowie, enfin tous les trucs qui l'ont obsédé tout le temps et qu'il était je pense un peu frustré de pas pouvoir exprimer pleinement à travers sa musique. Il a dit putain je vais tout mettre là-dedans, donc il y a vraiment, c'est un melting pot de plein de choses, c'est hyper dense et en même temps tu te dis bah ouais mais peut-être que s'il le faisait aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis très très curieux de voir ce qu'il va faire sur la fameuse suite qu'on attend depuis qui est une sorte d'arlésienne, je trouve que ça va être très intéressant de voir ce qu'il fait avec la maturité qu'il a acquis aujourd'hui et surtout toutes ces nouvelles expériences de rédacteur en chef, enfin de chief editor du label Doom Patrol, du label Doom Patrol. Les personnages aussi ont évolué les personnages ont évolué. Lui, je pense qu'il va avoir une vision beaucoup plus avec beaucoup de recul sur la première partie de cette œuvre, et j'ai hâte de voir ce qu'il va en faire, parce que là, même si c'est très bien, même si c'est hyper attachant, même si je trouve que c'est un super comics, moi en tout cas vous me ferez pas dire que c'est un chef-d'œuvre et vous me ferez pas dire que c'est une œuvre qui fait date, c'est-à-dire que je trouve que c'est une œuvre importante et qu'elle représente la naissance de Gérard Way en tant qu'auteur de comics, c'est ça, mais je pense que les œuvres qu'il fait actuellement et qu'il fera par la suite seront considérées comme largement supérieures en termes d'écriture et en termes de structure tu sens que c'est comme un peintre qui fait ses premières œuvres, il y a déjà ses obsessions, mais il n'y a pas encore la maîtrise. Bah là, je trouve que c'est un petit peu, pour moi, c'est un peu pareil. Ça se cristallise plus tard, avec l'expérience. Après, attention, je dis pas du tout que c'est pas bien. Non, mais au moins, juste que son style s'affinera. Je suis pas en désaccord avec toi, mais je trouve que, je trouve que quand même c'est maîtrisé. Je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il y a beaucoup de trucs dedans et qu'on sent qu'il a voulu mettre tout ce qui lui plaisait, mais je trouve que au début, c'est brut comme les personnages sont bruts. Je mets pas dedans le personnage du Monocle parce qu'en fait on le voit assez peu finalement. Et en fait ça évolue au fil des pages. Dans Dallas, donc qui est le deuxième morceau, tu vois que ça se centre sur certains personnages en particulier, mais pour moi ça prend vraiment maturité de page en page, et je trouve que ça va au rythme des persos. Enfin moi je l'ai ressenti comme ça en tout cas. Et bon, ça a gagné un Eisner, donc moi je trouve que c'est mérité. Ah oui, mais ça a gagné un Eisner un Eisner de la première œuvre, quoi. Ouais, mais ça empêche. Comme un meilleur espoir masculin. Non, c'est best limité de série. Ah, best limité de série, d'accord. Quand même. Autant pour moi. Non, mais t'as pas tort. Moi, j'ai pas, pour répondre à Joe, j'ai pas senti cette lourdeur et ces dérapages un peu dans les personnages. J'ai trouvé au contraire que justement, franchement, pour une première œuvre, écrire des personnages comme ça, même si c'est pas développé à fond, mais en fait tu sens déjà une finesse, tu sens qu'il y a un équilibre, même si c'est stéréotypé dans certains cas. Franchement, sortir des personnages comme ça, c'est assez incroyable. Par exemple, tu vois, c'est numéro 5 en fait qui revient, je vous donne pas toutes les clés, qui revient sous forme d'enfant, mais en fait il a 70 ans et en fait c'est tout con. Il y a la façon dont il parle à un moment donné, dont il répond à quelqu'un ou quelque chose comme ça. Tu sens tout de suite qu'il a 70 balais et que le mec, il a vécu tout seul, etc. Et franchement, pour une première œuvre, réussir à sortir des caractères, des personnages juste comme ça, même si c'est stéréotypé pour certains, je suis d'accord, c'est quand même balèze, quoi. Moi, c'était pas trop de ça dont je me plaignais, c'était plus la sorte de profusion et de melting pot, mais les personnages sont super, hein, je suis complètement d'accord. Là où je trouve ça habile, c'est que il y a plein de pouvoirs différents. Chaque enfant a même plusieurs pouvoirs de temps en temps, et en fait ils ont pas ces pouvoirs parce qu'ils ont un certain caractère, ils ont un caractère parce qu'ils ont ces pouvoirs, puisque vu que Monocle a développé ses pouvoirs parce que c'était intéressant pour la lutte contre le mal et tout ça, c'est ces pouvoirs qui ont fait que les caractères sont ce qu'ils sont, tu vois. Genre, je l'ai dit, numéro 1, il est hyper balèze, donc du coup c'est Superman, c'est le seul héros. Quelqu'un qui a un pouvoir plus psychique, qui va être un peu renfermé sur lui-même, tu vois, enfin ce genre de truc. Et juste le troisième axe, on en a un peu parlé quand on parlait du dessin, mais et Joe vient parfaitement d'en parler, c'est toute cette influence Lovecraft. On parle de Mignola qui lui de toute façon est aussi inspiré par Lovecraft. Il y a des poulpes, il y a des singes qui parlent, il y a des robots, cette obsession avec les squids, quoi. Putain. Mais oui, mais c'est trop bien. Et donc voilà, et en fait déjà je trouve que le trait de
Gabriel Ba et enfin moi pour moi c'est taré, c'est-à-dire on peut me dire j'aime pas, mais c'est comme pour Mignola, je trouve ça dingue. Et je trouve que ça va très bien avec l'histoire. Très très Mignola quand même. Ah oui, complètement. Bah d'ailleurs, il a bossé sur BPRD. Mignola. Oui, mais ça c'est pour moi c'est plus une qualité qu'un défaut, mais je comprends ce que tu veux dire. Et je trouve que voilà, c'est hyper léché. Enfin, en fait, c'est marrant parce que tout n'a pas le même niveau de détail tout le temps. Des fois, t'as des trucs qui sont, tu sais, genre quand on voit une vue de loin, les persos sont vraiment synthétisés, mais même là, tu sens que c'est soigné. La couleur, bon bah voilà, Dave Stewart, j'ai juste besoin de dire son nom, on sait que c'est qualitatif. Et voilà, il y a, en fait, tout ce que Joe a dit en parlant de profusion et tout, il a complètement raison. Et moi, je trouve que dans le dessin, ça se ressent et que c'est un gros atout. Et on n'a pas trop parlé de Dallas, mais j'en parle pas volontairement parce que c'est la suite de l'histoire, donc on va spoiler. Mais je l'ai dit, ça se ressent sur certains persos. Donc lisez, c'est 2 fois 6 issues, donc c'est vraiment top. Ketro, tu voulais peut-être dire un truc sur le dessin, vu que je crois que t'aimes bien Mignola, je crois. Je sais pas. Ouais, Bah. ouais. Non, et même non. sur les influences, tu parles d'influence Lovecraftien, moi je dirais d'influence juste mignolesque et pas forcément d'aller chercher plus loin. Et sur le dessin, c'est génial, tout est maîtrisé. En fait, en gros, il fait ce qu'il a envie de nous montrer et ça marche. Et sur la couleur de Dave Stewart, je te le disais par WhatsApp aujourd'hui, c'est pour moi un de ses plus beaux ses plus beaux travaux qu'il a fait en tant que coloriste. Regardez ça, franchement, regardez en détail, c'est une putain de leçon de colorisation de page. Ça correspond pas à toutes les œuvres évidemment, mais c'est fantastique quoi. Enfin, il a une façon de poser des aplats, il y a jamais de dégradé en fait, c'est que des aplats comme ce qu'on peut voir à la Mignola et Même les lumières, les halos des lumières, c'est vraiment des aplats de couleurs. À un moment donné, j'ai lu toute une page. En fait, j'ai juste regardé les couleurs et là, je fais merde, j'ai pas lu l'histoire. Et je suis revenu. Et donc particulièrement où c'est juste le singe et il y a des dégradés de mauve et de vert, enfin des couleurs mauve vertes qui se superposent. C'est taré quoi. Ce mec-là est génial. Ce mec-là, Dave Stewart, est génial. Et regardez les planches si vous avez pas envie de lire l'histoire, mais ça. Merci. Non, je voulais juste dire que c'est sorti en 2 fois, enfin en TPB, les 2 Dallas et Apocalypse Suite. Il devrait y avoir un hardcover qui réunit les 2, mais vu que là il y a le 3 qui va sortir, je sais pas trop comment ça va se passer, mais en tout cas vous pouvez les trouver en relié et ça coûte 15 ou 20 balles. Quand t'es éditeur, tu sais ce que tu fais? Le truc est sorti quoi en 2007-2008 Ouais. Et ben 10 ans après, bah tu les ressors. Et de toute façon, je pense que plein de gens vont s'y mettre par aspiration, comme on dit, quand la série Netflix va sortir. Enfin, j'espère en tout cas, qui vont se dire. Je sais pas si la série sera bien, j'espère. Oui, mais en général, ça redonne un petit souffle vu que ça va bientôt faire 10 ans que c'est sorti. Je me dis qu'il y a des chances que les gens regardent. Mais en tout cas, si ce qu'on a dit vous plaît, foncez sans hésiter. C'est vraiment, pour moi, c'est un grand comics. Donc pour les éditions anglaises, donc c'est chez Dark Horse et en France c'est chez Delcourt. Darkour, la maladie d'amour. Big up à Stockholm Sardou qui a un super podcast. Voilà, c'est tout. La fin de mon C'est truc. bien Umbrella Academy, vous pouvez le lire. Voilà. Et donc vous aucun pouvez rapport avec lisez-le. Resident Evil, hein, Ketrus, absolument aucun. Ah, Finalement. maintenant je sais. Voilà. Twitter, Bouya Comics Club pour parler. Oui, je sais pas. Twitter, Bouya, Twitter de Comics Club et Bouya Book, Comics Club sur Facebook. like, Exactement. @comicscast et BCC. On se retrouve après cette petite coupure pub. On revient juste derrière pour parler de la série Déjanté Happy. Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur la page iTunes Store et foncez les noter. Et à mon avis, elle mérite 5 étoiles. Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute. Mais enchaînez, putain! C'est le... Non, arrête, ça se fait pas. Arrête. Et donc... C'est l'heure de Hors les Bulles, la rubrique dans laquelle... Lequel? J'essaie de prendre... Essaie de pas te déconcentrer. D'accord. Vas-y. C'est l'heure de Hors les Bulles, la rubrique dans laquelle on parle de tout ce qui est comics, mais qui n'en est pas. Film, livre d'illustration, expo, et cette semaine, c'est d'une série qu'on va discuter, une série adaptée d'un comic. Et cette semaine, c'est d'une série qu'on va discuter, une série adaptée d'un comics du génie Grant Morrison qui s'appelle Happy. Elle est à l'écran sur la chaîne Sci-Fi aux États-Unis depuis décembre 2017, donc en fait, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 8 épisodes en tout cas pour la saison 1. Ah, c'est et pas elle 6 vient. Non, 8 en tout. Mais le 8 sort aujourd'hui. Justement, et elle vient le 29 janvier, elle vient d'avoir un renouvellement cellulaire. Exactement. Non, j'ai dit cellulaire. Saison 2. Ouais, saison 2, ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, parce que là, ça va au bout du truc.
Ah bah, non, parce qu'il savait pas qu'il y avait 6 épisodes. Donc, non, mais c'est surtout que, Oui, mais il a lu le comics. moi qui ai lu le comics, c'est une histoire avec un début, une fin. Oui, après on a fait le Hobbit, on a fait 3 Déjà, films. quand j'ai su qu'il y avait 6 épisodes, je me disais c'est marrant, c'est assez long parce que l'histoire elle est pas si dense que ça dans le comics et tu peux en fait ça tiendrait un film. Si tu veux, tu peux en faire un film sans aucun problème. Donc une série de 6 épisodes qui font parce que là ça fait 45 minutes, je crois. C'est 40 minutes, ouais. Alors justement, c'est beaucoup. Tu parlais du format original, donc c'est une adaptation de comics, je le disais pendant qu'on rigolait. C'est donc Grant Morrison à la base de cette histoire, et on a Derek Robertson à l'illustration, en tout cas du comics original. Et donc cette série télé, je sais que toi t'avais déjà lu ce comics. Est-ce que je l'ai lu à l'époque de la sortie. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de la trique, parce que du coup la série et le comics partagent les mêmes personnages. Ouais. Alors en tout cas pour le moment de ce que j'ai vu de la série, c'est très fidèle. Après forcément, je pense qu'ils vont prendre des libertés à droite à gauche. Ils vont un petit peu étendre le truc, mais pardon. Oh mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pas du tout. Mais on n'est pas là pour ça. Je l'ai senti arriver. J'essayais de l'empêcher avant. J'ai fait Érupte Outcast. arrête de lutter, quoi. Tu vois. Alors vas-y fonce. Donc. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'il s'est éloigné du micro. Ouais. Il est revenu juste au moment où on le ressortait, quoi. C'est un concept. Donc alors l'histoire de Happy, celle du comics et ce vers quoi la série part, en tout cas sur les premiers épisodes, c'est l'histoire de Nick Sachs, qui est un ancien flic dont on soupçonne, en tout cas on nous fait comprendre que c'est un flic qui a mal tourné. On ne sait pas s'il était corrompu, s'il a été un peu traîné malgré lui dans des affaires cheloues, en tout cas, ou s'il a dérapé parce que la vie de flic, c'était un flic je sais plus si ça se passe à New York. C'est New York, je crois. Oui, je crois que c'est New York. Mais c'est vraiment un flic des bas-fonds, en tout cas, quoi. Il voit des trucs que t'as pas envie de voir, et ça lui a forcément au bout d'un moment un petit peu tapé sur le système. Bref, tu suis ce mec-là, on comprend dès le départ que c'est un ancien flic qui est devenu plus ou moins tueur à gages pour tout un tas de gens peu recommandables. Et vu que c'est un peu le mec Nothing Left to Lose, il en a Nothing Left to Lose. Il en a un plus rien gauche à perdre. Voilà, rien à perdre à Toulouse. Rien de gauche à Toulouse. Super à gauche, Toulouse, super à gauche. Il dit un petit peu oui à tout ce qui se présente, et t'as un peu l'impression que c'est un mec qui appelle la mort. C'est-à-dire que tu sens que si jamais un de ces trucs tourne mal, il s'en fout un petit peu, il trouve que sa vie c'est tellement de la merde que. Il a une dégaine de clodo quand même. Voilà. C'est pas le tueur à gages genre Hitman. C'est un peu donc un alcoolique. Donc bref, on suit ce mec-là qui a l'air vraiment d'être un chic type. Et l'histoire commence où en gros il doit aller tuer des gens. Et un groupe de jeunes wannabe gangsters mafieux, ouais. Et de jeunes mafieux, et parmi les personnes qu'il tue, il y en avait un qu'il aurait peut-être pas dû tuer. Avant de le tuer froidement, ce mec-là lui a dit attends, me tue pas, j'ai un truc, parce que j'ai éventuellement un truc pour sauver ma vie. J'ai un password pour bien silencieux. Quelque chose. Et Nick Sachs, à qui on la fait pas, si tu veux, il dit bah j'en ai rien à foutre, et il le tue. Sauf que en fait certaines personnes sont persuadées que avant de mourir, cette personne lui a révélé ce fameux password, et qu'en réalité il n'a pas, et donc il va être très rapidement poursuivi par des gens qui ont envie de le buter, mais avant de le buter, qu'il leur donne ce fameux password qui donne accès à... Pour l'instant, on ne sait pas. C'est un peu le MacGuffin. Exactement, c'est un peu le MacGuffin. J'ai lu un magazine cinéma. Parallèlement à ça, il y a dans les bas-fonds de cette ville un criminel qui sévit, qui est déguisé en Père Noël. Un gros c'est une sorte de super bad Santa, vraiment. C'est un Père Noël qui fait pas. Tu vois la femme au pigeon dans la pauvre femme dans au Maman pigeon. j'ai raté l'avion. Oui. Et bah c'est ça, mais déguisé en Père Noël. Mais elle est gentille. Ouais, à la fin, on se rend compte. Moi j'aurais dit gentille, carrément le violator de Kincaid dans Spawn. Ouais, un peu. Voilà, un personnage vraiment que t'as pas envie de croiser dans une rue sombre un soir de biture, qui est déguisé en Père Noël donc. Et qui kidnappe des enfants. Parce que ça se passe à la période de Noël. Ça se passe durant la période de Noël. Donc ce Père Noël kidnappe des enfants, et l'un de ces enfants a une sorte d'animal fétiche qui est une sorte de mon petit poney chelou qui s'appelle Happy, et qui
est doté d'une volonté et d'un esprit propre. Ouais. Qui quoi? Il est imaginaire. C'est un Il ami est imaginaire. Ouais, bah oui, mais est-ce Parce que- non, mais comme tu l'as dit, on aurait dit une peluche. Ah non, bah, enfin, le truc c'est que j'ai envie de laisser planer une sorte de doute, donc je voulais pas le dire, mais bon. Il y avait une structure narrative, Ouais, ça, un petit peu une structure narrative, mais bon, on s'aperçoit que c'est un personnage imaginaire qui va s'adresser, qui va sortir, s'échapper de l'endroit où a été enlevée une petite fille par ce fameux Père Noël et va rejoindre, au début on sait pas pourquoi, Un mec. Nick Sax pour lui dire mec, tu crois que t'es dans un hôpital, mais en fait t'es dans un hôpital de mafieux, il y a les gens qui vont venir pour te buter, et les gens viennent pour essayer de le buter, et il est sauvé grâce à Happy et va se développer le buddy movie le plus improbable qu'on puisse imaginer, puisque c'est donc Nick Sax, ancien flic tueur à gages, qui va devoir collaborer avec une sorte de Mon Petit Poney imaginaire en image de synthèse, qui est une sorte de personnage un peu omniscient, c'est-à-dire qui lui permet de savoir un petit peu avant ce qui va se passer et l'aider à se sortir de situations. On dit pas délicates. pourquoi c'est lui qui est choisi, on dit pas. On dit pas pourquoi Non, c'est c'est important quand même. Moi j'arrêterais, franchement, Oui, j'arrêterais oui, non, mais c'est pour ça que je de préférerais, raconter l'histoire là. Trigger Warning. Juste dire que le comics à la base de Grant Morrison, donc c'est son premier comics qu'il a écrit pour Image. Ouais. C'est une mini-série en 6 issues avec un début, un milieu, une fin. C'est une histoire très concise qui d'ailleurs changeait en tout cas moi à l'époque beaucoup de tout ce que j'avais lu de Grant Morrison, qui est un mec qui aime les récits à tiroir, Voilà, c'est plus briser le digeste, quatrième mur. Ouais, voilà. Si vous connaissez pas Grant Morrison, vous pouvez commencer par ça. Il y a aucun souci parce que c'est très lisible en termes de C'est du narration. Morrison Light. C'est du Morrison très light, on dirait même limite du Bendis un petit peu. Enfin, c'est plus une sorte de récit polar noir que les récits qu'a l'habitude de faire Grant Morrison. Et c'est pas plus mal, hein, c'est très bien écrit, vraiment la mini-série est super bien. Mais je peux pas le savoir maintenant, mais mon seul doute par rapport à cette série, après je vous dirai ce que j'ai pensé de ce que j'ai vu pour le moment et tout, c'est que j'ai l'impression effectivement qu'il développe beaucoup un récit qui à la base est assez concis et méritait un peu comme Godless, tu vois, je pense une série en 6 épisodes, ça aurait été très bien. Là je sais pas, du coup ça me fait un peu peur de savoir que non seulement il y a 8 épisodes mais qu'en plus c'est déjà validé pour une saison 2. Après peut-être qu'ils imaginent, tu vois, si le côté buddy movie fonctionne bien, enfin buddy série fonctionne bien, peut-être qu'il va être sur d'autres affaires et qu'ils vont teamer, mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Ouais, ça peut faire une sorte de comment ça s'appelait cette série américaine détective. Non, trop détective. Il y a trop détective hyper barré, quoi. Ouais, mais je voyais plus ça où genre, tu sais, c'est un peu. En fait, t'apprends au final, enfin, t'apprends pas, tu te rends compte que c'est plus ou moins sa conscience, enfin tu vois, comme dit Jojo, il le prévient, c'est un peu, en plus ça se passe à Noël, voilà, exactement, c'est un peu Jiminy Cricket, Monsieur Scrooge, tu sais, la conscience de Noël et tout ça. Non, non. Et non, en fait je voulais juste, pour pas répéter ce qu'a dit Joe, parler d'autre chose, c'était de l'acteur principal qui joue Nick Sax. Ah oui, Christopher Meloni. Bon, écoutez, on a fait 3 des races, on va peut-être arrêter là. Ce ne sont pas des races, ce sont des peuples et des populations qui, de base, on le connaît là où il est le plus connu, en tout cas pas le meilleur du tout. Attends, on va voir ce que tu vas dire, mais on va c'est dans voir. New York, unité spéciale. Mais tellement là, pas. Adrien il rajoutera Tintin. C'est là qu'on. C'est là qu'il a été connu. Ouais, oui, mais moins, parce que c'est beaucoup plus confidentiel que New York Unité Spéciale, mais c'est 10 fois 1000 mieux. Non, c'est même pas une question de qualité, c'est surtout un acteur qu'on voit, enfin tu vois, qui est dans plein de second rôles aussi, genre souvent des flics. Si tu connais pas, tu le vois, tu dis putain, mais lui je connais. C'est le mec de machin, voilà. Il a joué aussi un peu dans True Blood et il était super. Et c'est là que tu vois, enfin récemment, c'est là que avant Happy, tu voyais qu'il pouvait aussi faire des mecs pas boring comme dans New York Unité Spéciale ou un peu vénère comme dans. T'as jamais vu le développement de l'arc narratif pendant 15 ans de son personnage? Mais en tout cas, c'est dans True Blood, tu commences à voir qu'il pouvait faire des mecs un peu excentriques. Et là, moi, il m'a vraiment, il m'a renversé tellement il s'amuse en fait. C'est vraiment, tu vois que c'est un vrai acteur déjà parce qu'avant t'étais pas trop sûr, sauf dans Oz. Ouais, dis-moi. Il est producteur aussi. Ouais, il est coproducteur du truc. Ouais. De la série. Pourquoi tu te marres? Non, ça me fait rire que tu dis avant ça, on pouvait pas forcément se rendre compte que c'était un bon acteur parce qu'il jouait dans New York. Bah oui, excuse-moi. Ça me fait rire, c'est pas que je veux. C'est pas là que tu t'as superbe. C'est mon développement. Bah si, il arrivait comme ça, il fronçait tout le temps les sourcils. Oh là là, t'es inquiet quand même. En fait, il nous fait un peu une David Harbour, quoi. Le mec qui joue le shérif dans Stranger Things, perso, David Harbour, j'ai toujours trouvé qu'il était quand même pas mal en termes d'acteur. Ouais, mais c'est tu veux dire le fait de revenir de révélation, de mec qui trouve enfin peut-être le rôle qui est à la hauteur de son talent et dans lequel il peut. David Harbour, qui est le prochain Hellboy, attention. Très, enfin aujourd'hui primés, qui viennent de soap, qui viennent de. Oui, non, mais attends, je critiquais pas ses choix de rôle, mais en tout cas, là, il m'a surpris parce que, comme l'a dit Joe, c'est un personnage qui est complètement brisé, c'est un déchet, le gars. Et en fait, enfin, tu le vois quand il est dans des situations complètement dingues où il se fait alpaguer par les mafieux, il est en sang tout le temps, il court, il est à moitié à poil. Enfin,
beaucoup son cul. Ouais, voilà. Bon, c'est parce qu'il était dans un hôpital. Attention. Puis dans Oz aussi. Ouais, voilà. Mais en tout cas, il a vraiment, il montre un jeu d'acteur qui est vraiment plaisant. Donc il m'a vraiment, j'ai envie de le suivre. Il me plaît vraiment. Et aussi Peyton Oswald qu'on connaît, qui a joué, Peyton, qui est un stand-upper acteur, qui a joué notamment pour parler de comics, il a joué dans Agents of Shield, qui n'est pas son meilleur rôle, qui joue le petit Happy, qui fait la voix de Happy. Il a pas joué Truman Capote à un moment. Il a pas interprété. Je sais plus. Ça c'était Philip Seymour Hoffman. Non, mais il y en a eu. Ah ouais. Ah d'accord. Et je voulais, avant de passer la parole à Kétrus, je voulais dire aussi que j'ai lu le début de la BD et la série m'a semblé un peu moins dark, enfin un peu moins cracra. Alors c'est quand même crado, mais ça m'a moins foutu le cafard quand j'ouvre le Grant Morrison. Tu sais, c'est vraiment le New York dégueulasse. Il y a des gens qui vomissent partout, il y a des camés. Il y a de ça, c'est fidèle, mais sur le rendu visuel et sur l'atmosphère, j'ai trouvé que c'était un poil moins crado, enfin un poil moins dark. T'as fait dans quel ordre? Est-ce que t'as d'abord vu la série puis le comic? J'ai vu le premier épisode de la série, j'ai regardé le comics et j'ai vu les 2 et 3 après. D'accord. De la série. Kétrus? Ouais, moi j'ai pas du tout lu le comics, j'ai juste feuilleté tout à l'heure l'exemplaire de Joe, mais par contre quand j'ai commencé à regarder la série, sans le savoir, j'ai regardé, je me suis dit putain mais c'est du Ellie, c'est du Morrison. Oh le mec! Non mais vraiment, mais super, je savais pas, et je trouve qu'en fait ça retranscrit vraiment son univers, et moi j'ai trouvé que c'était vraiment crade quoi, enfin c'est hyper crade, c'est un vol au-dessus d'un nid de coucou quoi, enfin en fait, c'est une retranscription de la folie présente à toutes les strates de la société, quoi. Il y a quasiment rien à rattraper, à part peut-être la mère de la petite fille qui s'est fait enlever. Elle est à peu près normale. Vite fait, hein. Et la petite fille, du coup? Vite fait. Mais alors, tous les autres, ils sont complètement barrés, ils sont dégueulasses. Même les personnages dont tu penses qu'ils sont cool à la base. Ouais. Genre, ah non, en fait, t'es un fils de pute, pardon. J'avais cru que, mais non. Et pour ça, je trouve ça mortel, quoi. C'est vraiment voyage dans la folie, voyage dans la dégueulasserie, dans ce qu'il y a de pire dans l'humain, quoi. Et la réalisation, pour ça, elle est fantastique, quoi. Moi, à un moment donné, c'était tellement n'importe quoi, loufoque ou même violent, que j'ai éclaté de rire devant mon écran. Tu sais, le truc un peu inavouable, où tu rigoles d'un truc qui est dégueulasse et tu devrais pas, mais c'est tellement barré que ça te fait exploser de rire. Alors, je rebondis. Il y a un côté aussi un peu Terry Gilliam. Tu vois, l'armée des 12 singes, c'est-à-dire Fisher King, l'armée des 12 singes, dans ce traitement vraiment des bas-fonds. C'est-à-dire c'est comme si d'un coup, au lieu de suivre l'histoire de flics hyper bons ou de personnages ou en couleur et tout, tu suis l'histoire des clochards, quoi, tu vois. Et c'est eux les héros. Et en plus, tu vois, on a parlé de la misère et tout, du New York, des gens et tout, mais le héros et plein d'autres persos sont souvent soit bourrés, soit sous coke, soit sous amphétamine. Et du coup, ce côté un peu, dès qu'il y a une scène un peu rocambolesque où c'est filmé un peu nerveusement, tu dis, est-ce que c'est vraiment ce qui se passe ou est-ce que c'est la vision du héros? Enfin, c'est toujours mélangé, c'est assez ouf. Et puis c'est souvent filmé en gros plan ou en caméra fixe, tu vois, accroché à quelque chose qui bouge, une voiture qui se renverse, un tambour de machine à laver, genre de trucs. Donc en fait, t'es tout le temps dans une espèce de frénésie, dans la folie. C'est vraiment génial, quoi. Tu parlais, enfin, je crois que c'est toi que tu parlais vous parliez tous de côté crade de New York à cause de ça. Je veux pas faire un gros rapprochement. Tu fais un gros rapprochement là. Mais je trouve que justement, tu parlais des strates justement que et dans la police et chez les clochards et chez des citoyens tout à fait honnêtes, on peut trouver de la saleté. Je pense que c'est le côté peut-être volontairement ultra réaliste qu'on peut trouver dans d'autres séries type The Wire, machin. Je dis The Wire comme ça en un exemple parce qu'au début on te présente les gentils, les méchants, puis après on te dit en fait tout le monde est gris. Non mais tu vois un truc tout bête, dans The Wire, si tu veux faire le comparo, The Wire il fait quasiment tout le temps jour. Là, il fait quasiment tout le temps nuit. Enfin, tu vois, c'est ce genre de petits détails. Ouais. Et c'est pas crade dans le sens forcément la saleté physique. Ça peut être l'esprit des gens. Tu vois, le mec qui est déguisé en Père Noël, c'est vraiment ça te fout le cœur. Même les fantasmes des gens. Voilà. Il y a un personnage, excuse-moi, qui est une travailleuse de la nuit. Au début, t'as l'impression, enfin, tu te dis que c'est juste une nana qui va être là juste dans cet épisode-là, mais en fait, c'est un personnage récurrent. Et en fait, tu vois à quel point tout ce qu'elle fait. Et enfin, elle est calculatrice, quoi. Enfin, elle fait pas juste la petite victime, elle fait des choses, elle se place à certains endroits pour se mettre dans certaines positions. D'ailleurs, c'est un des trucs qui s'éloigne du comics. D'accord, ce personnage a une certaine fonction dans le comics. D'accord. Et elle dépasse un peu cette fonction dans la série, de ce que je vois pour le moment. Et du coup, tout ce côté vraiment mauvais et tout ça, ça rend en contraste direct avec Happy, le personnage qui est un petit poney. En fait, c'est mon petit poney, c'est vraiment inviolable. Tu sais, en fait, c'est Peyton Oswald qui a une voix masculine, mais tu sais, il a une petite voix. Il est tout qui faisait la voix de Ratatouille.
Ah, peut-être. Je crois. Et il est tout le temps en train de dire Nick, tu vois, il l'appelle et tout. C'est Roger Rabbit en fait. C'est un peu ça. Roger Rabbit. Sous acide. Ouais. Et donc je retire mon chapeau à Christopher Meloni qui en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte, tu dis en fait le gars. Il joue tout seul. Il joue tout seul en fait. Ah oui. Il joue contre un. Enfin, tu vois, il joue contre. Alors, il y a peut-être un mec avec une balle de tennis, tu vois, qui est habillé tout en vert, j'en sais rien. Mais voilà, c'est super. Parce qu'à aucun. Enfin, évidemment, tu vois qu'il est en 3D, mais à aucun moment tu sors du truc en te disant ouais, en fait, il parle tout seul. C'est vraiment bien foutu. On a abordé, enfin, Ketrus a rapidement abordé le sujet, mais du coup, je pense qu'il faut pas. On va pas tirer non plus un coup de chapeau. C'est pas un putain de génie, mais je trouve que effectivement, Brian Taylor, qui est le réalisateur, s'en sort vraiment pas mal. C'est-à-dire que il a pas un bagage hyper glorieux. Il a fait des films sympatoches comme les Hypertensions avec Jason Statham. Ah oui. Le mec qui se met des pinces crocodiles. Et il a fait Ghost Rider 2 qui est quand même une sombre bouse. Enflammé. Donc autant vous dire que j'en attendais vraiment rien en termes de réal, et même je me disais putain, vraiment Grant Morrison il a tellement envie de faire une série qui se met avec les pires mecs pour pouvoir essayer d'adapter Juste la sortir. et en fait ouais c'est vraiment pas inintéressant quoi. Il y a des trucs, il y a des rien n'est du jamais vu, mais tout sert bien l'histoire. C'est assez intelligent comme réal. Il y a un peu des scories de trucs qui sont hyper à la mode, que tu vois aussi dans les séries Marvel genre Daredevil et tout, c'est-à-dire je pense que le directeur de la photo met des couleurs à des endroits où il n'y a pas vraiment besoin d'avoir certaines couleurs et tout. Mais bon, après en même temps la série a un côté un peu psyché, un peu sous substance, donc ça peut faire sens, mais surtout en termes de dynamisme, d'angle, de manière de placer sa caméra et tout, effectivement il y a un truc qui pourrait paraître gimmicky mais qui en fait sert parfaitement le propos de la série, et ça marche vraiment bien. Donc bravo mec, parce que tu t'es quand même rattrapé là. Je t'en prie. Voilà. En plus, c'est assez marrant. Moi, ça m'a étonné de voir ça sur Sci-Fi parce que c'est pas un réseau majeur. Enfin, il est connu, mais tu vois, c'est pas une chaîne. C'est pas ABC. Bah voilà. Et puis en plus, FX, même en termes de com et tout ça, c'est pas. Des fois, il y a vraiment des trucs, des croûtes sur Sci-Fi, que ce soit Sci-Fi, même Sci-Fi France. Des fois, c'est diffusé. Il y a vraiment des. Enfin, ça a pas une super image en fait. Et du coup, je sais pas. J'ai pas le secret de production. Est-ce que c'est Grant Morrison qui a choisi Sci-Fi ou quoi pour diffuser? Enfin, c'est même eux qui font la série. Mais du coup, encore plus chapeau, parce que du coup t'avais vraiment l'impression que c'était pas les pires trucs mais les moins bonnes choses qui étaient réunies pour faire ce truc, et en fait il y a un super résultat. Et je trouve que contrairement à moi qui me tape toutes les séries de la CW où il y a 24 épisodes de 40 minutes, là t'en as que 8. T'en as 8 et du coup voilà, je pense que ça se mange en plusieurs fois et ça va. Je pense. Pardon, vas-y. Et puis t'as pas cette espèce de carcan que tu peux avoir sur les autres séries où il faut que ce soit comme ça, qui est ça, etc. Là t'es dans une vraie démarche artistique quoi. Tu vois là, on va plonger dans la folie, plonger dans l'horreur, et on va vous montrer ce que c'est quoi. D'ailleurs il me semble qu'on l'a pas dit, mais c'est Grant Morrison qui s'adapte lui-même. Oui, c'est ça. Et qui participe à la production. Et qui participe à la production donc de la série. Pour une fois l'auteur d'origine. Non, c'est plus que chapeau. À mon avis, il était actif. Il est vraiment il est actif. Il est pas exécutif producteur, il est producteur. D'accord. Et effectivement, je pense que ça se ressent, c'est-à-dire que alors ça élargit le scope pour probablement effectivement enchaîner peut-être sur une saison 2, et puis pour tenir 8 épisodes sur une histoire qui à la base pouvait tenir en 4 je pense, mais au-delà de ça reste très fidèle à l'univers qui est dépeint dans le comic book, et si vous avez aimé le comics, il y a de fortes chances pour que la série vous satisfasse également. J'espère que ça permettra, si c'est un succès, et j'ai l'impression que ça part là-dessus, à Grant Morrison d'adapter d'autres de ses œuvres, parce que c'est un auteur qui est vraiment connu des amateurs de comics purs et durs. Mais si tu demandes à n'importe qui d'autre, tu demandes J.R.R. Tolkien, généralement les gens te disent c'est le mec de Game of Thrones. Tu dis qui c'est Grant Morrison? J.R.R. Martin. Tolkien. Martin. Justement, tu vois, parce que quand tu travailles en librairie, c'est un peu ça. Grant Morrison. Il y en a qui peuvent te dire ah ouais, j'aime bien, il est dans les Doors. Non, ça c'est moins fréquent. Mais juste pour rire, donc Ratatouille effectivement dans le. Ah, t'as regardé? Oui, parce que c'est lui alors? C'est lui. C'est bien lui qui fait la voix américaine. Quelle oreille! Putain, le mec il a fait Happy et Ratatouille quoi. Tu parlais de Petit Network, Sci-Fi, c'est une chaîne du groupe NBC Universal. Non mais d'accord. Non, j'ai compris ce que tu veux dire. J'ai compris ce que tu veux dire, mais c'est vrai qu'ils auraient pu choisir un plus grand network. Mais après c'est bien d'avoir fait ça. Surtout que, quel est l'élément science-fictif qu'il y a dans le. Non, mais Sci-Fi, c'est un peu tout, c'est la fantaisie. Mais cela dit, peut-être, et c'est une hypothèse, mais pour rejoindre ce que disait Ketrus en termes de démarche artistique, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont choisi un petit truc, c'est pour avoir moins de contraintes. C'est possible. Attends, mais pas forcément. Des fois, c'est histoire de budget, des fois, c'est aussi des histoires de on a besoin d'une série phare cette année sur cette chaîne, ou alors, c'est exactement la période dans laquelle on est en ce moment, ce qu'ils appellent les
mid-season, je sais plus comment on dit, qui sont les mid-season replacements. Ce sont les séries pour faire patienter jusqu'à la reprise des grosses quand séries. ils ont leur série principale. Un genre de trou normand de la télé, quoi. Ouais, mais trou normand qualitatif. Donc avec encore plus. Cool, le trou normand. Bah, qui n'aime pas le trou normand? Oh, ça va le trou normand. En fait, je crois que je confonds ce plat, je sais pas si c'est. C'est pas un plat, c'est la glace avec du jus là. Exactement ce que j'ai dit. C'est de une glace vanille sur un truc. Sur un lit de- C'est du cognac, non? De C'est ça cognac. C'est du cognac, quoi, c'est ça? Pourquoi Mais non, c'est pas de la glace vanille. Moi, Petite trou normand, remarque c'est pas d'Adrien la- peut-être. Me faites jamais de trous quand vous m'invitez, quoi. Vous savez pas, si vous savez pas faire de trous. Mais non, mais le trou normand, c'est pas avec de la glace vanille, n'importe quoi. Mais si. Mais non, mais tout le monde c'est de la ivre, poire, ici, c'est tout de le la monde est ivre. poire. Vous parlez tous en même temps. Mais vous êtes ivre. C'est de la poire, glace de la Encore. poire. Calva, c'est Non, du c'est pas de calva. la poire non plus. C'est pas de la poire. Mais Attends, non. tu vas en Calva. Normandie pour boire du calva, pas du cognac. Non mais c'est putain. Xavier son prénom. C'est pas Sanchez. Xavier. Donc, c'est Calva. la fin de cette émission, Adrien. La, 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 la. Alors 4 Mais du temps, coup, s'il vous du plaît. coup, il y a personne qui digresse dessus. Ouais. Ah oui, bon, bah je digresse tout seul. Grèce. Allez mon gars, il faille moi ceci. Générique, s'il vous plaît. C'est la fin de ce 91e. 91 Non, ça c'est pas 91e. Ah, c'est comme ça qu'on dit en Afrique. On dit 71e. Comics Outcast. Comics voilà. Outcast, 91. C'est toujours une émission productisée par Radio Kawa. Adrien Larousse. Radio Cahouette, t'as dit? Non, Kawa. Radio Cahouette. Rendez-vous Radio dans Cahouette. 2 semaines, le lundi 19 février 2018, pour le 92e épisode dédié. En fait, je suis dégoûté. Cacahuète. Épisode dédié Barbelivien bien sûr. Épisode. Le mec il vient juste de gueuler cacahuète, personne n'a réagi. Il y a une suite à ça on dit, Non mais c'est c'est un truc de Club Med, je sais pas. Quoi, tu connais pas Didier Barbelivien? Je connais pas Diaborien / Cacahuète. Non, les deux ensemble pour moi n'évoquent pas grand chose. Donc oui, donc la 92 voilà. En 20 et 24 sur 24 en téléchargement, ça c'est notre podcast, en streaming et en podcast sur le site Radio Cacahuète. Putain Radio Caca, je suis chaud pour voir des chroniques sur Radio Caca. C'était drôle. radiocacaloto.com dans la rubrique culture et art. Bah c'est bon, c'est voilà. Ah oui, non, au revoir. Au revoir. Oh bah voilà. Oh, merde. Petit souci de table. Au Ça va revoir, aller. Joe. On a des jambes. Au revoir Voilà. Joe. C'est bon. Je tiens la table du studio à l'aide de ma cuisse. Pareil. On te retrouve où, Joe? Bah écoute, là, a priori, sous la table du studio d'Adrien, jusqu'à ce qu'on répare. Et sinon, sur Facebook. Non, c'est dans le fit. Ah oui, on est dans le c'est dans le passé. Ah, c'était bien la Paris non. Manga. Putain. Facebook French Toy Love French underscore Toy underscore Love pas d'underscore, c'est mon profil Instagram de photos de jouets. Cette phrase est débile. Tu peux Voilà. la recommencer. French Toy Love. French Toy Love, photos de jouets, Instagram. Voilà. Sinon Twitter Joe Hume Joe Nico. et Joe et Nico sur MCM tous les jours, pop culture, vidéo, tout ça, Nico Pratt. J'ai vu, et je crois que vous avez fait une erreur dans votre post Instagram. En fait, vous avez posté une image genre on vient d'en tourner avec un truc machin, on va diffuser l'émission. Et après, voici les. Avec Tequila Tex et je sais plus qui d'autre. Et en fait, c'était. Dans le temps, c'était bizarre parce que vous Très avez fait long, deux ce- trucs. Non, on les Oui. a pas diffusés encore. Ce sera le mois prochain. Très long ce feedback. C'était un hein. teasing. Oui. C'est ce qu'on appelle un teasing On y va. Et en Ben. français dans le jargon. On y va. Tu veux On voir va un se casser truc avec Ketrus. Qu'est-ce qu'on dit à la place de teasing en français? Amuse-bouche. Non, on dit numérique. Titillement. Ou Chatouillement. Non, c'est bien. Là. Titillement, c'est pas mal. Hein. Ouais. Tais-toi. on Amuse-bouche. dit, hein. Amuse-bouche. Ouais. Merci, c'est il y a 20 C'est secondes. bien, non Ah, tu l'as dit? Ah, c'est pour Au ça. revoir, ouais. Ketrus. Au revoir, Eric. Eric. Ça va pas ou quoi? Je sais pas, j'ai eu un trou. Ouais. Normand. Normand. Allez, un five moi ceci. On te retrouve où? On me retrouve. On me retrouve en concert le 7 au Gambetta avec mon groupe. T'auras ta cape On est- rouge ou pas? Et on a une chanson sur Linda Carter en plus, c'est cool. Oh, bien. Wonder Woman. Mais Ouais. C'était sérieux? C'est samedi là? Non, c'est mercredi 7. Ah, je crois qu'on a une émission le jour. Voilà. Bah bientôt. On va dire au revoir. Genre salut. On va dire Et c'est au dans la ligne revoir. dans Whisperos et dans le prochain Comics Outcast. C'est quand le prochain Whisperos? Moi non plus, je sais pas. Allez Ben, au revoir. Au revoir Eric. Eh ben, il parlait du 7 février, c'est là qu'on reprend le syndicat du screen. Tous les mercredis maintenant. Oh, c'était un long hiatus. Avant c'était le mardi, maintenant c'est le mercredi, tous les mercredis de 19 à Il y a eu une 21h. très très longue coupure quand même. Eh ben, écoutez, c'était ce genre de Remise en question. vacances, il y a eu des événements jeux vidéesques, donc voilà. Sinon, on vient de sortir le dernier C'est cool c'est quoi avec Adrien et Joe sur le speedrun qui, voilà. Dimanche 11 à 19h jusqu'à 21h, on a 20th Century Toys avec Joe et d'autres gens et on va parler
de jouets évidemment, voilà. Hein. Et toujours, si vous voulez un graphiste ou un illustrateur, benrenault.com, benrenaut.com. Et voilà, d'ailleurs, French Toy Love, j'ai fait son logo, les gens sont contents. Joe, est-ce que t'as mal à la cuisse Français gauche? sont contents. Les Français Ouais, j'ai un peu mal à la Moi cuisse aussi. gauche. Ouais. Adrien. Oui, attendez, je mets du volume, oui. C'est mieux. On te retrouve où, notre réalisateur préféré? Alors, deux choses. Oh, le mec, il se met tellement Le mec plus qui se fort met que plus tout le fort, c'est monde. clair. Non, je vais. Quel organe. Vous me retrouverez donc, comme d'habitude, en PLS suite à ce montage Oh là là. qui sera a priori C'est ta faute, en complètement plus, hein. épique. Et puis, avec des tournevis à Ikea en train d'essayer de réparer ma table. Alors, je peux retrouver Adrien les lundis à Ikea. chez Oh, mais Ikea, sur les gars. bricolage. C'est chez quelqu'un. Non, mais là, elle est pas pétée. Hein. Elle s'est Désaxée. déboîtée. Pas désaxée. pété. Pas pété comme les dom-toms. What? C'est à Tahiti. T'as les gars, géographie, putain. Faut manger des cordons bleus pour Ah, avoir les Papété, petits aimants là, quoi. des ville de Papété. départements. Ah, c'est pas moi. Hein. Là, normalement, Sinon, c'est le ça moment pue. où je monte le volume là. Voilà. Non, attends, j'ai pas dit oui. moi. J'ai pas dit au revoir à moi. Au revoir. Non, au revoir, Eric. Vous me retrouvez sur Twitter, Je sais pas si ça marche. Chocotube. Tu aimes les chocos? Tu aimes les gros tubes? Tu aimes les bons gros tubes chocolatés? Les chocotubes. C'est même pas pour ça que ça s'appelle Chocotube. Donc Chocotube_EK. Anne-Karine de Fun Radio. Ça, c'est le surnom. Mais le code. Tu nous saoules d'avoir mis le nom. Mais arrête. Et sinon, oui, dans le prochain épisode de Whisperos, mais personne ne sait quand est-ce qu'il sera enregistré. Un peu comme le prochain Game of Thrones, le livre. On sait pas quand est-ce qu'il sera release. Mais si, Exactement. on sait quand est-ce qu'il Ah, il y a encore un bouquin. Si, c'est le On enregistre vers Il y a le encore moins de Oh, il écoute pas vers le 12 Whisperos. février. Bah, il écoute pas Whisperos. D'ailleurs, très 12 bonne idée février. ce quiz. Hein. Bravo Marc pour le quiz. Hein. Vous avez copié sur Comics Ouais. Podcast pour les quiz, mais c'est Ouais. bien joué. Mais il a assumé tout de suite. Hein. Non, non, mais c'est Il y a bien que Comics Outcast qui fait des quiz. Bien sûr. En fait, il y a sûrement que Comics Outcast qui écrit quiz avec un seul Z. Parce que les gens aiment bien écrire avec 2 Z, ce qui ne se fait pas. Mais Moi, je propose un truc, c'est que si jamais vous êtes un auditeur et que vous écoutez encore cette émission, en commentaire, allez mettre quiz avec 3 Z. Et ça sera notre petit code à nous. ah, j'avoue, s'ils mettaient 3. Ouais, oui. Voilà. D'accord. Ouais, non, mais après, les autres tutos, ils vont reprendre. Ils 3Z. font, ouais, je sais pas ce que c'est, mais. Non, je vais là, on faire parlait un des petit- bouillayos. Hein. Des bouillayos. Bah Ah oui, oui. bouillayos. Ouais, choisissez votre camp. Tweetos, @comicscast ou bouillayos, Bouilla Comic Club. Peut-être les deux. Peut-être les deux. Et d'ailleurs, un C'est truc bien. qu'on fait jamais sur le Bouillet Comics Club, c'est dire bonjour aux nouveaux arrivés. À chaque fois, sur le côté, il y a marqué il y a X nouveaux arrivés, souhaitez leur bienvenue. Tu sais, c'est le message de Facebook. Ouais. Et on dit jamais bienvenue aux nouveaux. Donc Alors, on bienvenue peut le aux faire dans nouveaux. l'émission, voilà. Bienvenue, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Bah non, c'est pas un anniversaire. Benvenuto a C'est comme tutti. Dorothée, tu vois. Ah, ton nom à la fin. Welcome Et to tout all. Et tous ceux qui viendront après, comme ça on l'a fait. Willkommen. On est quasiment à 600 membres. Enfin, 600 pas tout de minutes suite, mais- Non, Non, 600 non, membres. membres, ah, d'accord. Sur le BCC. Ça en fait des. Bienvenidos a todos. On est à 2 minutes des 2 heures, hein, je dis ça. Oui. Ah, bah voilà, bah, du coup, bon, très bien. alors, Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour meubler La raison. 2 minutes. Ah, il y donc. avait les blagues. 2 minutes, 2 Oui, minutes, attends. 2 minutes, 2 heures. Ah, 2 minutes. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment que vous avez pas dit dans l'intro, par exemple pour Là, être je suis en utile un train peu. de lire que j'ai pas. Non, des comics ou pas? Oui, bah oui, par exemple. Enfin, Parce c'est que j'ai pas obligé. de comics en ce moment. Si, bah tiens, pas comics, mais ça fera plaisir à Ketrus et à Sam s'ils nous écoutent. Il y a plein de BD Mickey qui viennent de sortir. Et Ah qui oui, sont les Mickey de et il y a Glénat, Joe ouais. aussi, oui. J'en ai acheté deux. Magnifique. Mickey, le trésor perdu là, de l'île perdue. Ouais, Ça, c'est ouf, on c'est beau. avait Tellement beau. C'est beau, c'est Oh beau. là là, c'est les ronds. Non, non, c'est super beau. Il y a Franchement, pas mal de blagues qui sont On en sorties. parlera. en plus, c'est des comics. hein, Magnifique. Et c'est bien ceux qui sont refaits par Instagraphics, non, Fantagraphics. Pas, Je ne sais pas. pas Non, forcément, non. Je sais que c'est des auteurs italiens, c'est tout Il y ce en a que un je de sais. Trondheim, il y en a Non, un il y de. a des Non, pas Français du tout. Mais si, le truc du trésor perdu, c'est deux noms italiens. Oui, mais c'est des Français. C'est Ah, c'est pas c'est italien. comme Mazzoni qui fait le Scorpion ou Batman. C'est un faux. Enfin, il est Enfin, suisse. Zofana, je suis pas italien. Enfin. Mais bref, non, Français. mais tout La ça pour Suisse, dire c'est que français, monsieur. c'est franco-belge et c'est hyper beau. Magnifique. Là, ils ont sorti le Mickey Corto Maltese là, et ça, c'est un peu la déception pour Ah, moi. c'est pas bien Non, c'est peu. plus Non, mais je disais, Mais surtout que c'est une ressortie, c'est le seul des trucs qui est pas un nouveau truc en fait. Et ils l'ont quand même calé dans la collection, ce que je trouve un peu. Est-ce que tu sais qui est l'éditeur? C'est Glénat, ouais. Ah, C'est Glénat. Je Ouais. disais que c'était comics parce que Mickey de base c'est américain, c'est pour ça que je disais ça, je savais pas que c'était français. Et Enfin, que là, c'était enfin pas le numéro, mais l'album signé Thébault, qui sont les aventures du jeune Mickey, je crois, qui sont vraiment hyper bien, a eu le Fauve d'or à Angoulême de la meilleure BD jeunesse. Là cette année là Ouais, là, Félicitations, putain, en- GG. Thébault bravo. TH, hein. Donc Thébault, non, C'est toi, Thébault, ouais. T-E-B-O. On a même pas ok, parlé de C'est bien Angoulême. C'est Andy Kubert qui a eu le. Non, attends, Oui. c'est- Non, Andy Kubert, il a eu un prix d'honneur, non? Oui, c'est ça, Ouais, ouais. c'est ça, Il a eu le le pour ça, ouais, pour la, bah, un peu comme le. Non, on sait pas pourquoi on te remercie, mais merci. Ouais, le mec il a apporté un peu sa pierre, oui, vite, même légèrement quoi. Ouais, ouais, C'est puis- plus Il y avait enregistré. David Rubin à Angoulême, je suis pas allé, je suis tellement deck de ouf. C'est Il va en c'est Espagne, bon, on est à 2 heures là, non? Voilà, ça fait 2 heures maintenant, vous m'avez Merci, bien au revoir, fait ciao, chier. bye. Allez. Salut.